Bonsoir. Donc, voilà, je vais présenter Marc Barani de façon assez rapide. On aura l'occasion, j'espère, de déployer d'autres sujets relatifs à son travail dans les questions qui seront, j'espère, nombreuses après la conférence. Donc, Marc Barani est bien évidemment architecte. Après avoir étudié l'architecture et la scénographie, il complète sa formation par des études d'anthropologie qui l'ont conduit 1 an au Népal. Son agence, installée à Nice, est pluridisciplinaire. On voit se croiser, selon les projets, des architectes, des scénographes, des designers, des artistes, des paysagistes. Et aujourd'hui, l'atelier travaille sur des projets de taille, de nature assez variés, petits projets, de grands projets, des projets de logement, de bâtiments d'enseignement, d'équipements culturels, de bureaux, des infrastructures de transport également, assez variées, et des ouvrages d'art. Marc Barani a également enseigné l'architecture entre 1993 et 2003. Il donne régulièrement des conférences en France et à l'étranger. Récemment, il est intervenu à la Cité de l'Architecture dans un colloque intitulé L'archaïque et c'est possible aujourd'hui, que l'école d'architecture Clermont-Ferrand co-organisait. Et autour de cette question de l'archaïque, je pense qu'on aura aussi l'occasion peut-être de revenir dessus compte tenu du thème de ta conférence ce soir. Je vais y revenir dans quelques instants. Les vidéos de ce colloque, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, sur l'archaïque sont en ligne sur Dailymotion, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. En 2008, comme ça a été dit, il reçoit le prix de l'équerre d'argent du Moniteur pour le pôle multimodal des tramways de Nice. Il est, avec ce même projet, finaliste du prix Miss Vendéro en 2009. En 2013, il est lauréat du Grand Prix national d'architecture. Et récemment, toujours dans les distinctions, en juin dernier, il obtient le Grand Prix de l'Académie d'architecture. Donc Marc Barani s'est également largement impliqué dans les travaux en vue de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale pour l'architecture, où il a animé le groupe de travail Innover. Il a organisé des expositions, comme l'exposition Agora en 2012 à Bordeaux, où la question du patrimoine et de l'héritage était posée. Bref, c'est une figure avec énormément de facettes que nous avons décidé d'inviter pour cette conférence inaugurale, aussi pour peut-être vous montrer la diversité de ce métier, la dimension, j'allais dire, presque généraliste de ce métier d'architecte qui est aux prises avec toute une série d'échelles, de problématiques, d'interlocuteurs, etc. Et puis aussi parce que l'architecture de Marc Barani, à mon sens, elle nous renvoie à des choses qui sont de l'ordre du fondamental. Dans son œuvre, on peut facilement mobiliser ces projets dans des cours d'architecture, parce qu'il nous raconte des choses qui sont à la fois très situées, locales, mais en même temps qui nous parlent de données très très universelles de l'architecture, du rapport à l'horizon, par exemple, du rapport au sol, entre autres, mais à la matérialité, bien évidemment, qui est l'objet d'une attention extrême dans ces projets, vous allez le voir. Et puis, également, un autre thème fondamental de l'architecture, qui est le sujet, en fait, de la conférence de ce soir, corps à corps, qui est bien cette question du corps et de la façon dont il est mis en jeu dans l'architecture comme une dimension primordiale ou essentielle. Donc comme il y a des premières années dans la salle, des gens qui viennent d'entrer en école d'architecture, il semblait vraiment tout à fait pertinent de commencer par cette question-là du corps qui nécessite aucune connaissance théorique, mais qui en même temps s'éprouve et s'expérimente au quotidien dans l'architecture. Voilà, merci Marc, et à tout à l'heure. Bien, merci à toutes ces introductions, et je voulais vous dire d'abord que je suis très content d'être avec vous ce soir, que
c'est un peu intimidant de faire une conf comme celle-là, inaugurale, parce qu'il y a toute une génération d'architectes, vous allez l'être, et on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut vous dire en 1 heure qui puisse vous servir à un moment ou à un autre de référence. Donc comme Stéphane le disait, le titre de la conférence c'est corps à corps. Alors il y a plusieurs acceptations dans ce terme. Le premier, le plus basique, c'est celui de la lutte nécessaire pour faire de l'architecture. Parce que l'architecture est en pleine mutation, hein, on parle de changement de réglementation, de loi, de position des architectes, mais il y a quand même quelque chose qui est fondamental. L'architecture doit être défendue et c'est un engagement qui doit être total. Si vous la faites à moitié, ça ne marchera pas. Comme toutes les choses importantes d'ailleurs dans la vie, on le sait tous, hein, quand c'est important, ça résiste, l'architecture, elle est de cette nature-là. Donc il y a toute une stratégie, une manière de la penser, une résistance à avoir qui finalement n'est pas si difficile que ça, pour tout le monde, on croit à ce qu'on fait. Parce qu'elle est évidemment essentielle dans la mesure où c'est par l'architecture et l'aménagement des territoires qu'on habite un lieu et qu'on se construit aussi. Le corps, l'architecture, alors la deuxième acceptation, c'est que l'architecture met en jeu le corps, comme l'a dit Stéphane aussi. C'est quelque chose d'étonnant à partir du moment, enfin d'étonnant, c'est évident, mais quand on voit ce que ça implique dans la manière de la faire, c'est quelque chose de passionnant. Parce que dans le corps, il n'y a pas que les yeux. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où c'est d'abord la vue qui prime, hein, la vue, l'intellect. Le corps, c'est une centrale à sensations, à émotions. Pour certaines, on arrive à les comprendre, à les maîtriser. Pour d'autres, elles nous dépassent et elles agissent sur nous, et sans qu'on ait vraiment de prise, et dans une espèce de bain général. Donc il y a un indéterminé dans la manière dont on regarde l'architecture. Si on la regarde comme la mise en jeu du corps dans un espace, c'est indéterminé, il est essentiel pour moi. Hein. C'est pas une science exacte, on n'est pas dans l'exactitude de la purification des calculs, dans tous ces outils de simulation qui sont évidemment centraux et passionnants pour faire de l'archi. Vous vous y confrontez, vous avez des données en plus, mais il y a une part d'indéterminé. Cette part d'indéterminé, elle est juste essentielle. Donc, j'aime aussi imaginer l'architecture, c'est-à-dire le bâtiment, hein, ou l'organisation spatiale, comme un corps vivant aussi. Un corps qui serait capable, en tous les cas c'est ce qu'on essaie de faire dans nos projets, de capter les forces qui agissent dans un lieu. Donc les puissances de la nature, les forces économiques, les forces sociales, les forces politiques, tout ce réseau lié ou disconnecté de forces, certaines positives, d'autres négatives, qu'il faut arriver à capter ou à mettre à distance. Et pour moi l'architecture, c'est un corps qui est sensible à ça et qui travaille avec ça. Donc, in fine, vous voyez à peu près le dispositif qui m'intéresse, à la fois dans notre travail ou à reconnaître dans le travail d'autres architectes, c'est d'imaginer cette relation, pour partie déterminée, pour partie indéterminée, entre notre corps, qui est un univers, puis le corps de l'architecture, qui est un autre univers, et de ces correspondances, de ces interrelations, va naître une possibilité d'habiter un lieu. C'est dans cette relation-là, c'est ma conviction, qu'on peut vraiment habiter, c'est-à-dire pas simplement être là, hein, mais habiter, exister et être interrogé par un lieu. Alors, je vais commencer, si on peut éteindre les lumières peut-être, je ne sais pas. Je vais commencer par vous parler de l'endroit où je suis né et des premiers projets que j'ai faits dans ce territoire-là. Quand je vous parlais d'imprégnation d'un lieu, il y a une dimension autobiographique toujours dans l'architecture. Je pense que ça sera mieux pour les voir. Oui, voilà. Ça vous va, il y a un problème, non? Ok. Donc, on est sur la Côte d'Azur, et j'aime cette image parce qu'elle dit une manière de voir la Côte d'Azur. Vous allez voir qu'elle a imprégné au moins 2 projets que je vais vous montrer. Donc, vivre sur la Côte d'Azur, c'est vivre sur cette bande très fine de terre entre l'immensité de la mer et l'immensité du ciel. Et dans cette bande de terre, dont on voit le rapport avec l'immatériel, dans cette matière-là, on n'habite que cette petite frange, parce qu'après derrière c'est les montagnes qui sont un espace naturel, que cette petite frange. Voilà. Donc, ces conditions de territoire et ces forces naturelles dont je parlais, elles sont là, elles sont en jeu, et elles se traduisent dans notre premier projet sur cette
image un peu générique qui montre cette dualité, cette imbrication entre la roche, la pente, 45% à peu près en moyenne, et puis en face, la ligne d'horizon, qui est une ligne immatérielle, hein, qui n'existe pas, mais qui entretient un rapport avec notre corps très spécifique, puisqu'elle suit la hauteur d'œil. Hein. Là, on est assez haut, donc on voit la ligne d'horizon est haute. Quand on est au niveau du sol en bas ou de la plage, elle est basse. Et donc on a cet immatériel en face de nous, qui est construit parce qu'on le regarde, et puis la puissance de la roche, et qui se complètent, ou en tous les cas qui mettent en tension ce territoire. Et donc le premier projet qu'on a eu, que j'ai eu à faire, c'est un projet atypique, c'était celui d'un cimetière, de l'extension du cimetière de Roquebrune à Martin, où il y a le Corbusier, où il y a la tombe de Le Corbusier. Voilà donc la pente, et on a produit le cimetière donc selon cette coupe, c'est-à-dire creusé dans la roche, pour qu'on puisse rentrer et se mettre à l'abri de la roche, et vous voyez le personnage qui est là, petit, face à l'horizon. Et on a essayé de capter ce que je vous ai montré sur la première image, cette petite bande de terre, la puissance de la roche, la force de l'immatérialité de l'environnement, avec ce dispositif-là. Alors, comme toujours, il n'y a pas qu'un seul élément qui est déterminant hein, dans un projet. Donc là, vous voyez, la coupe était faite sur cette faille. Vous voyez le plan d'organisation de l'extension du cimetière. Le cimetière existant est là. Donc on a creusé le sol avec ces failles, comme une tombe commune. C'est la première figure d'organisation du cimetière. Ensuite, on a une deuxième figure qu'on appelle les failles. Une deuxième figure ici, qui est comme une enceinte, mais qui est cassée. Enfin, l'enceinte complète, elle serait là. Hein. Elle est cassée par la route, par une falaise, qui est ici, par le retour de la route aussi, et puis des chapelles qui sont plutôt des tombes, des sépultures individuelles ou familiales. Donc ce qu'on voit sur ce projet, avant de montrer comment il se raccorde avec le projet existant, c'est qu'on a pensé ce lieu comme un lieu ouvert, comme un lieu de promenade, qui puisse être traversé. C'est-à-dire qu'on a voulu lutter contre cette idée de cimetière enclos et fermé sur lui-même. Ça c'est le premier thème. Le deuxième qui était important, c'est que dans le sud, les cimetières, ils sont construits, ils sont bâtis, hein, on est sur le modèle italien quasiment, ou espagnol, et ils se construisent comme la ville, c'est-à-dire que c'est l'envers de la ville, ils utilisent les mêmes moyens de développement que la ville. Et ce qu'on a fait là, d'une certaine manière, je vais remontrer le plan, on voit que le cimetière d'origine, il est là, c'est un plan carré, le symbole du ciel, il y a une chapelle qui est dans l'axe, ensuite la partie, disons, qui renvoie à la ville du 19e, vous voyez qu'elle est réglée, elle est faite d'une certaine manière d'îlots et de rues, hein, les tombes, avec un axe central, c'est la manière dont on composait les villes à l'époque, et puis ça c'est l'extension, les dernières extensions, la croissance de la population donc du cimetière, qui part, on le voit, un peu comme, on pourrait dire les banlieues, sans vraie structuration, sans vision, ou sans rapport au site, et qui se distribue comme elle peut en fonction de critères uniquement techniques. Voilà. À partir de là, la pente est tellement forte et la densité demandée, parce qu'il n'y a pas d'autre terrain disponible, tellement forte aussi, tellement il y a une densité de 1 personne par sépulture, alors qu'un cimetière paysager c'est 15 personnes par sépulture. Donc voilà, on propose de creuser la montagne, de densifier en creusant pour laisser en fait des espaces libres, pour laisser la nature exister autour. D'une certaine manière, c'est la charte d'Athènes pour les morts, c'est-à-dire qu'on densifie pour laisser la nature existait autour. On voit ce lien dont je vous parlais, hein, ce parcours. La tombe de Le Corbusier est ici, voilà, exactement, dans cet axe. Et donc, on construit le cimetière de façon assez simple. Là, il y a le carré d'origine. On le translate dans sa même géométrie ici. Voilà. Il est fracturé, comme je le disais, par les voies. On creuse les failles et on obtient ce dispositif. Donc ça, c'est sur la composition urbaine, sur le rapport au site. Maintenant, on va voir, avec le thème du corps, comment on pratique ce lieu et qu'est-ce que le fait de le pratiquer, de rentrer dans les espaces, de sentir des choses et d'en voir, va orienter la position qu'on a sur la mort, dans ce cimetière en tous les cas. Donc la première chose qu'on remarque ici, enfin,
que je vous fais remarquer, c'est qu'il n'y a pas de portail. On a bagarré, parce que légalement il faut un portail, le cimetière doit être clos, et par rapport à cette idée de lieu de promenade qui se prolongerait là, hein, ici, donc on a réussi à avoir une dérogation et à ne pas avoir de portail. Donc on a un socle, comme ça, on monte, on s'élève, on a un socle, et sur ce socle, il y a la partie d'enceinte dont je vous parlais, la faille qui est creusée dans la montagne tout au bout. Donc un des sujets de ce projet, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de portail, et que le cimetière a une dimension sacrée, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu comme les autres, comment on va mettre en place des seuils pour faire comprendre et pour faire entrer les gens dans un rapport à l'autre, à l'être disparu ou aux autres, et qui soit digne. Donc la première étape, c'est la surélévation. Ici, avec cette réhausse, donc on voit bien que là, c'est la route qui continue, hein, et puis à partir de là, il y a un seuil, c'est pas quelque chose de particulier. Et le deuxième point, il est là, voilà, quand on rentre dans la faille. Quand on rentre dans la faille, on a un paysage qui est fait d'eau, de terre et le ciel. Donc ces trois éléments, on va les combiner entre eux. Et quand on rentre dans la faille, au premier niveau, on est sur le thème de l'eau. Donc vous voyez que tout est fait pour mettre en scène l'horizontale, de l'horizon en face. On a un dispositif en saut de loup ici, c'est-à-dire c'est un creux de 70 cm de haut qui permet d'être réglementaire, de ne pas tomber de plus de 70 et d'éviter un garde-corps. Hein. Donc on a une sorte de creux qui protège de la chute qui est plus grave derrière. Donc un vide, cette horizontale, et quand on se retourne, donc on est juste à l'orée de la faille, quand on se retourne, on a ça. C'est-à-dire une composition parfaitement horizontale, ou en tous les cas dessinée pour que l'horizontale soit ressentie avec le maximum d'intensité, et quand on se retourne, la verticale, avec là pour le coup, les masses qui sont évidées, et on voit très, très nettement sur la photo cette dimension verticale avec une fente qui continue le dispositif et tire vers le ciel. Donc, à cet endroit-là, on sent, si je reviens, là, on sent vraiment dans son corps cette sensation d'être vivant. Être vivant, c'est être debout sur un horizon. Hein, voilà, c'est comme je le suis là, c'est comme vous l'êtes quand vous êtes debout. On a cette symbolique essentielle, primordiale, vivant, c'est être debout sur un horizon, et puis ça permet aussi de parler de l'ambiguïté des cimetières en France, qui sont des lieux laïques, puisqu'ils sont construits par les municipalités, mais qui évidemment renvoient aux religieux. Et les symboliques religieuses, notamment la croix, mais pas que, elles parlent bien de ces deux directions fondamentales. Donc quand on est là, on sent, simplement, c'est le même endroit exactement, hein, par le retournement du corps, ces deux directions, et on pénètre plus avant dans le deuxième thème. Le premier c'est l'eau, le deuxième c'est la terre, c'est le creusement. Donc on est dans un endroit plus organique, les bétons sont bouchardés pour évoquer donc le creusement, ouais, et avec des espaces assez petits par rapport à l'immensité de ce qu'était avant, et on débouche sur le dernier niveau, après s'être retourné de nouveau, face à l'horizon, qu'on revoit autrement, et surtout face à l'immensité du ciel, qui est là et cadré, et à partir du moment où il est cadré, il prend une intensité plus forte. J'avais Yves Klein, avec ses monochromes que vous connaissez sûrement en tête, qui est niçois, lui aussi, quand on a fait ce projet. Donc, c'est un lieu où on s'abstrait progressivement du son, hein, même le vent, on l'entend beaucoup moins quand on est à l'intérieur, on rentre dans un lieu calme, où la lumière est douce, la course du soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, donc tout cet ensemble se modifie, change dans le cours de la journée. Alors pourquoi avoir fait un dispositif comme ça qui, vous l'avez compris, est tendu directement avec les forces de la nature? Parce qu'on avait à dessiner une chose quasi impossible. Alors oui, juste que je vous précise, pardon, c'est des enfeux, vous voyez, le cimetière est fait d'enfeux, c'est-à-dire qu'on rentre les cercueils dedans, c'est un dispositif qui est traditionnel dans le sud de la France, qui l'est moins dès qu'on quitte le sud, mais en Italie, en Espagne, c'est comme ça. Là, donc les morts, on a une espèce de communauté, donc du coup, sur laquelle après on accroche les photos, les fleurs, etc. Donc, comment dessiner la mort des autres à une époque où il y a autant d'individus que de visions de la mort, mais surtout à une époque où il y a un tabou qui pèse sur la mort qui est très puissant. Aujourd'hui, si on meurt, c'est pas parce que on doit mourir,
c'est parce que les médecins n'ont pas su nous soigner. Et donc on est dans cette espèce de refus, on pourra en reparler après si vous le souhaitez, qui implique beaucoup de choses dans notre manière de conduire les sociétés, de vivre les sociétés. Donc ce qu'on a essayé de faire nous, c'est à partir du moment où on le souhaite, ce lieu est propice à cette réflexion, faire comprendre que le modèle naturel où tout meurt, renaît et vit, eh ben, c'est le même qui s'applique à nos existences et à la mort qui est au bout. Mais on a essayé de le faire de façon sereine. Deuxième projet à Beyrouth, toujours sur le même thème, mais là sur la mort singulière c'est la tombe mémoriale, c'est-à-dire que le projet de cimetière va encore une parler du monument d'une certaine manière. Là, on va parler du monument dans la ville d'une autre manière. C'est la tombe de Rafik Hariri, le premier ministre libanais qui est mort dans un attentat, qui a été une figure essentielle pour le Liban, parce que c'est lui qui a symbolisé le premier l'unité possible du Liban. C'est pour ça qu'il en est mort, hein. Il a été dégommé par les Syriens. Et il fallait faire donc sa tombe, la tombe de Rafik Hariri, les 7 martyrs qui sont morts avec lui. Donc le centre de Beyrouth, on voit encore les traces de la guerre civile qui a quasiment rasé le centre-ville, et la tombe est quelque part par là. C'est-à-dire sur un site avec la place des martyrs historique. On voit encore, là c'est un peu reconstruit mais pas complètement, hein. C'est un peu plus bâti mais c'est toujours à peu près dans cet état. Et à fleur, en dessous de ces ruines, les ruines romaines, c'est-à-dire la ville de Beyrouth est stratifiée, elle a été rasée plusieurs fois au cours de son histoire, et donc toute son histoire réside dans ces ruines qui sont 2 mètres plus bas, comme ça, et qui parcourent le site. Donc on a fait 2 projets, un qui est la tombe de Rafik Hariri qu'on est en train de terminer, j'ai pas encore le reportage photo final, et un autre qui s'est pas fait en face, mais il y avait un dialogue entre ces 2 choses. Voilà. Les ruines romaines, la mosquée, le site pour la tombe de Rafik Hariri et 7 martyrs, et puis la fondation Hariri qui est en face. Voilà. Alors, là c'était un tout autre sujet. Au moment du concours, qui a été lancé par la famille, concours privé, l'idée énoncée clairement c'était de fermer le site, d'en faire un jardin et d'avoir un mausolée en mémoire de Rafik Hariri et des 7 martyrs. C'était voulu comme un lieu clos. Et nous on a pris le contrepoint, parce que cette question nous paraissait mal posée. On s'est dit, à partir du moment où Rafik Hariri a pu symboliser l'unité du Liban, il faut que ça soit un espace public. Et il n'y a pas d'espace public, très peu en tous les cas, à Beyrouth. Donc on a proposé cette place, ça, qui est complètement ouverte, hein, sur laquelle on peut cheminer, avec la tombe de Rafik Hariri qui est là. Les corps étaient déjà en place, hein, puisque après l'attentat, ils ont été enterrés quasiment tout de suite. Donc on a creusé ce lieu, c'est un lieu avec une pente douce, et on a comme exhumé d'une certaine manière ces formes qui sont en rapport avec celles des ruines romaines. L'idée aussi, c'était que par le parcours, et on voit que le projet induit une circulation comme ça, quand on monte sur la tombe aussi, circulaire, en spirale, c'était qu'on puisse, à partir du moment où on décide d'aller se recueillir sur les tombes, embrasser du regard toute l'histoire de Beyrouth, puisque là il y a la partie française, là il y a une nouvelle partie qui se construit, il y a les ruines romaines, il y a la mer en face, donc pouvoir, par le parcours, sentir toute cette histoire autour de ce vide. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, et la question qu'on se posait, c'est comment faire un monument avec aussi peu de hauteur. On l'a fait à partir du corps, de la présence du corps dans le lieu. 1,60, la différence entre ici, la partie haute, la pente était comme ça, c'était une pente douce, et ce point-là, on a étiré le projet, pour qu'il y ait 1,60 m. 1,60 m, en gros, c'est la hauteur d'œil. Là, je vous parlais de l'horizon tout à l'heure, quand on est debout, l'horizontale elle suit à 1,60 m de haut. Donc ce qui veut dire que quand on est en haut de la tombe, ici, tout le projet, cette horizontale parfaite là, elle est calée sur les pieds, et quand on est en bas, elle est calée sur l'œil. On voit dans l'autre sens, c'est la même chose, avec ce point de contact ici, et puis petit à petit les murs d'enceinte et la tombe qui s'excave. Voilà, vu d'en haut, cette horizontale, ce point-là, c'est celui du mur. Donc ce lieu et le vide qui sculpte et qui creuse
le passage qui exhume les tombes. Ce qui veut dire que, donc en haut je vous ai montré, quand on est en bas, ce point, avec ici, tout ça, c'est une horizontale parfaite. Et ce qui veut dire aussi que quand quelqu'un se recueille sur la tombe, il est sans fuyante. Il est posé sur une ligne d'horizon en l'air. Et ça marche assez bien. Et Alberto Campo Baeza, que vous devez connaître, l'architecte espagnol, quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a indiqué une chose qui m'a rassuré dans la position qu'on a prise sur la tombe, c'est que Rembrandt a fait une gravure du Christ, Ecce Homo, où le socle qui soutient le Christ est à 1,60 m, donc sur la même idée qu'il est ni sur le ciel, ni dans le ciel, ni sur la terre, mais précisément entre les deux. Donc, d'une certaine manière aussi, c'est tout ce vide, ici, qui tient la tombe par le haut, et c'est la manière qu'elle a aujourd'hui, ça marche, enfin, je trouve en tous les cas, on me le dit aussi, ça donne une force à ce projet qui permet d'exister par rapport à la mosquée qui est immense à côté. Voilà, là on voit un peu mieux ce dispositif, taillé parfaitement, et les gens qui sont dessus et qui sont donc sans fuyante. Alors en face du projet de la tombe, il y avait un projet de fondation que vous voyez en face, sur un plan à peu près similaire, sur un plan carré aussi, et qui devait accueillir des artistes en résidence, écrivains, architectes, photographes, ou faire de représentation en lieu culturel. Donc, on est parti sur une correspondance entre la tombe et la fondation, surtout sur la notion du sol, sur la présence du sol, sur la puissance du sol. On a dessiné ce projet comme, vous voyez, des strates, comme des sols soulevés, arrachés, qui ont été soulevés par la poussée de ces colonnes, qui contiennent, à l'intérieur c'est un plan libre, qui contiennent les escaliers, qui contiennent la ventilation, toutes les machines qu'il faut pour amener de l'air, en extraire, etc. Et enfin toute la technique, l'électricité, etc., qui passe dans ces colonnes. Donc on a un dispositif unifié où n'apparaît qu'un dispositif sculpturel, comme une sculpture, et structurel aussi, et avec des vitrages et une résille, une peau, qu'on va voir tout à l'heure sur notre image. Voilà le plan. Donc le sol est légèrement en pente, donc il est sculpté, on y accède. Les noyaux dont je vous parlais, qui sont là, qui sont disposés aussi de manière à lutter contre le séisme. Ça, c'est une autre dimension importante. Ils ne sont pas réguliers parce qu'il y a beaucoup de séismes. Et donc le fait de les mettre en quinconce, ça stabilise le bâtiment et ça lui évite d'avoir des trop gros voiles de soutènement, de contreventement. Voilà, on voit comment le dispositif, il reprend les efforts, il empêche le dispositif de tourner. Et on a au milieu des espaces libres, habitables, avec des grandes coursives tout autour. Voilà, ça donne ça à l'intérieur. Et avec la terrasse qui domine la mosquée au dernier niveau. La terrasse séjour. Et voilà une image de nu qui exprime d'une autre manière le projet. Je voulais capter quelque chose de Beyrouth et j'avais été très impressionné par ces bâtiments qui sont très beaux, qui sont notamment près de l'aéroport, que la guerre a interrompu. Ils ont commencé à construire des bâtiments et il ne reste que la structure, les escaliers sans rien. Ils se découpent sur la mer ou sur la montagne. Ce sont des objets vraiment extraordinaires. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont en ruine, on ne sait pas s'ils sont en train d'être construits. Ils sont là dans une espèce de temps suspendu. Et le deuxième point, c'est que à Beyrouth, comme à Barcelone, comme dans tous les pays du Sud où il fait chaud, ils font pendre des tissus sur les balcons, qui créent un microclimat et qui permet évidemment de projeter de l'ombre à l'intérieur et de tempérer tant que possible le climat à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, ce qu'on a fait, ce projet, il exprime donc, comme je vous disais, cette poussée du sol, le rapport avec la tombe, le sol soulevé, et puis il dit, par une structure épurée avec rien d'autre, et puis
des voiles ou des stores comme ça qui se déplient, qui s'ouvrent. Il exprime la vie du bâtiment, mais aussi ces invariants que constituent les bâtiments de Beyrouth, en tous les cas ceux qui restent comme ça projetés dans un temps qui est le leur, un temps suspendu. Alors là on revient à Cannes sur le même dispositif que celui du cimetière, topographique en tous les cas, la pente à 45 degrés, la mer en face, pour faire un projet de villa qui nous avait été commandé sur un terrain ici particulier, dans le sens où ce sont des lieux qui étaient des terrains agricoles qui ont été recoupés plusieurs fois, recomposés. On voit ici les traces d'un terrassement parce qu'il y avait une maison qui était sur place, quasi en ruine. Donc le propriétaire a acheté ce terrain, on a fait un projet là-dessus. C'est une grosse villa, donc avec ici une barre de chambre, une barrette de chambre, et puis au niveau, en haut, et puis ici la partie séjour, des réceptions, qui est sur la partie basse. Donc 3 temps de pente, une première pente ici, une zone à peu près plate là, une autre pente, et une pente plus douce ici. Donc ça donne ça sur dans la pente et sur le site. Alors là c'est un autre sujet, c'est un autre thème. On parlait de la prédominance de la vue aujourd'hui. Ces terrains qui ont des vues magnifiques sur la mer, en général, toutes les pièces, enfin, quand vous faites un projet dans ces conditions-là, il faut que toutes les pièces, ou le maximum de pièces, voient la mer, voient la vue, parce que c'est la matière première de ces sites. Mais le problème, c'est que très vite, on arrive à des situations très difficiles à gérer, parce que ça veut dire que pour que toutes les pièces voient la mer, il faut les étirer forcément. Et aujourd'hui, sont en train de se construire un grand nombre de villas qui sont comme des barrages, puisque le sud est quelque part par là. Donc il y a le sud, il y a la vue. Donc tout ça est noble. Et puis derrière, une fois que la maison s'établit, se pose, derrière, il n'y a plus personne qui y va. Et donc il y a un barrage, c'est le mot, qui empêche la fluidité d'utilisation du bâtiment. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné ici. Avec un dispositif, il y a un axe vertical qui permet de relier les deux niveaux, et puis c'est un peu comme les pales d'une éolienne, où on vient chercher ici la vue et le vide, et ici les chambres viennent s'appuyer sur cette butte naturelle, pour qu'on puisse cheminer et avoir une relation dedans-dehors, qui est un des thèmes favoris des modernes, en tous les cas au début, mais aussi de l'espace oriental japonais. En fait, l'idée, c'est de vivre au maximum dans une interconnexion la plus grande possible entre dedans et dehors. C'est une maison d'été. Donc le plan du rez-de-chaussée, où on voit que déjà le plan dit des choses un peu bizarres, hein, c'est une espèce de lieu comme ça, en béton. Ici, il y a la cuisine, là, c'est la salle de billard, là, c'est la salle de télé. Devant, une ligne qui délimite pas très clairement dedans dehors, c'est des vitrages. Ce socle, qui lui en revanche s'appuie fortement sur le site, et on voit toutes les porosités qu'engendre le dispositif. Au-dessus, c'est la même idée, où le bâtiment est traversé, les chambres sont vitrées sur un couloir à l'arrière, vitrées devant, et on a donc un dispositif qui est le plus poreux possible par rapport à la vue, par rapport au fond de devant et de derrière. Donc ça commence, quand on arrive par le bas, on est accueilli par cette grande toiture en porte-à-faux, avec la trace ici des vitrages qui se relèvent. Donc on est dans cet espace qui est ni dedans ni dehors, après on va voir comment il se constitue, qui est un espace disponible pour qu'il puisse être utilisé en famille ou lors de réceptions un peu plus grandes. En tous les cas, il n'y a pas de règles d'organisation strictes, c'est juste un socle. Une manière d'habiter un socle. On voit que, suite ces porosités dont je vous parlais entre les boîtes en béton, elles existent réellement. On monte vers le haut du terrain. On arrive dans le patio à l'arrière. Il y a une sorte d'évidence, on a cherché en tous les cas une sorte d'évidence avec la toiture sur un registre un peu anthropomorphique. Quand on est face à la vue et qu'il y a du soleil, on met la main comme ça, comme une casquette devant. Voilà. Et puis pour se protéger les yeux, et on regarde. Donc c'est une manière dilatée, c'est la même chose avec un espace donc
à l'ombre, là, ici, à l'abri. On passe sous le bâtiment qui est surélevé. Là, on a une sensation physique forte. On sent que le bâtiment pousse les chambres qui sont au-dessus. Et quand on est sur la partie haute, on voit cette fluidité dont je vous parlais, hein, qui permet de relier, d'avoir des espaces rafraîchis ici, puisqu'ils sont à l'ombre et que l'air passe sur l'eau et que du coup il se crée un microclimat. On voit à travers les chambres. Ce sont des chambres d'amis, donc quand les amis sont pas là, elles peuvent rester ouvertes, avec l'impression d'habiter le ciel. Voilà, on est suspendu dans le paysage. C'est important d'avoir une lumière équilibrée. La lumière arrive à l'avant, elle arrive par l'arrière. On n'a pas d'effet de contre-jour, et donc on baigne à la fois par la vue qui passe d'un côté et de l'autre, et puis par la sensation d'être physique, d'être suspendu. On en revient à cette question du corps comme centrale pour décrypter un lieu, avec une petite coquetterie dans la salle de bain. Je vous ai parlé des 1,60 m, hein, la hauteur d'œil, l'horizon suit, et donc la différence entre la pierre et le plâtre, la pierre qui doit résister à l'eau, hein, dans une salle de bain, ben on l'a mis à 1,60 m, ce qui fait que quand vous voyez cette ligne-là, elle correspond exactement à la ligne d'horizon et elle est redoublée par le miroir. Donc on arrive dans un espace où on est complètement, et de façon à la fois évidente et pas évidente, on le ressent vraiment, mais on ne le voit pas tout de suite, mais on sent ce calage-là, puissant. Donc cette manière de capter, d'attraper le paysage, de le faire entrer dans le bâtiment. Et quand on voit la maison vue sous cet angle-là, on comprend sa structure et le deal qu'elle entretient entre la pente et l'horizon. C'est-à-dire que pour habiter, il faut habiter sur une horizontale. Hein. L'horizontale sur la Côte d'Azur, dans tous les terrains en pente, c'est quelque chose qui se gagne. Il faut terrasser de la restante du paysan jusqu'aux plateformes d'autoroute. Donc, cette horizontale, elle est matérielle, elle est suspendue, elle est ancrée sur le socle, elle s'envole ici, elle s'ancre ici, la toiture la reprend, et cette horizontale qui est très physique, elle est en même temps complètement immatérielle, c'est-à-dire que la maison est à la fois dessinée par l'horizon et par la nécessité du calage horizontal dans le site. C'est cette double détente qui la fabrique. Quand on est dans le séjour, on a 3,20 m, 2 fois 1,60 m, donc la ligne d'horizon est au milieu, parfaitement. Là encore, c'est quelque chose qu'on ressent. Et puis, il y a un dispositif, je vous ai parlé du vitrage, qui s'escamote et qui permet d'avoir un séjour ou un lieu immense. Là, ils sont remisés dans cette partie-là. Voilà. Là, c'est les vitrages qui sont relevés et ils peuvent s'effacer par une mécanique assez complexe dans le sol, par niveau, ou par étape, c'est-à-dire qu'on peut garder qu'un coin, on peut faire aussi une sorte de garde-corps de 1 mètre, si les enfants ne veulent pas qu'ils sortent. Enfin, il y a divers usages possibles. S'il y a du vent, on peut fermer un coin, jusqu'à disparaître complètement. Donc, il y a un côté un peu James Bond dans cette histoire, c'est qu'elle est sur l'usage, mais ce qui est intéressant en revanche, et qui a dépassé ce que je pouvais imaginer au moment où on a fait ce projet, c'est que la salle, le séjour, il fait 70 ou 80 mètres carrés, donc c'est pas petit, mais dès qu'on baisse les vitrages, on n'est plus du tout dans la même échelle. Plus du tout. Alors que, avec les vitrages, c'est quand même un lieu assez transparent, et je ne pensais pas une seconde qu'il puisse y avoir une telle différence de sensation ou de position dans le site avec les vitrages relevés et les vitrages descendus. C'est peut-être l'air sur la peau, c'est peut-être le son d'un oiseau, c'est peut-être le bruissement des feuilles, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, ça ne fait pas que ouvrir le site, ça change de façon forte l'échelle de ce lieu, simplement parce que le corps est mis en jeu d'une autre manière dans ce site, dans cet endroit. Donc cette image, pour terminer et sur ce projet, et montrer aussi que finalement, quand il y a similitude de site, il peut y avoir aussi similitude d'attitude. On a à peu près la même attitude que dans le cimetière, dans ce projet. Pour une raison simple aussi, c'est que, bon, vous avez compris que le client avait les moyens, et donc c'est quelqu'un qui court tout le temps, qui est speedé, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui donner qu'il n'a pas? Et très vite,
s'est imposé l'idée de lui donner un peu de calme et de sérénité, de le mettre à l'abri dans un lieu où il puisse se poser. Et le jour de la réception du bâtiment, il était assis sur une chaise, il est resté à peu près 5-10 minutes assis là. Et sa femme, avec qui on faisait le tour avec les entreprises pour vérifier que tout marchait bien, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle le voyait faire ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est parfait, on a réussi notre coup. Et puis en réfléchissant, je me souviens que quand il m'avait contacté pour faire le projet, il m'avait dit, une phrase que je n'avais pas captée à l'époque, il m'avait dit « J'aime le ciel de ton cimetière ». Et donc dans ce deal avec le client où chacun imaginait faire le projet, ou essayer de doubler un peu, où c'est toujours une danse, c'est un tango, hein, un client en architecture, il faut pas répondre qu'à ce qu'il vous demande, il faut l'amener un peu plus loin, mais lui vous amène aussi. Et donc dans ce tango-là, en réalité, on cherchait tous les deux la même chose, et il habite toujours dans cette maison, il n'a pas vendu, ce qui pour ce type de personnage n'est pas courant. Donc là, on va passer. Donc, je vous ai parlé du corps mis en jeu dans des structures paysagères, hein, les cimetières, dans une villa. Là, on va voir comment il peut se structurer ou comment il peut rentrer en résonance avec l'architecture, des forces qui agissent dans l'architecture sur des équipements publics. Un tribunal, le tribunal de grande instance d'Aix, et puis une école, l'école de la photo d'Arles. Puis ensuite, on passera aux ouvrages d'art, parce qu'on a fait des ponts, et aux infrastructures de transport, c'est-à-dire de projets qui sont petits jusqu'à des projets beaucoup plus grands. Donc là, Aix, le terrain, ici, le tribunal de grande instance qui doit se construire sur l'emplacement des anciens remparts. Hein, on voit la ville dense, puis on voit que, comme très souvent, les remparts sont abattus, il y a un boulevard, un cours, ce qu'on appelle un cours, là c'est le cours Victor Hugo, qui prend place, la place des remparts, et puis notre urbanisation faite d'équipements, de tout ce qui ne peut pas rentrer dans la ville, qui est faite de l'autre côté. Le palais de justice existant, 2 axes, le cours Mirabeau qui file, le croisement des deux, le bâtiment qui est là, donc on situe l'entrée. Et on avait à régler une question particulière. C'est celui de la symbolique, c'était dans le cahier des charges hein, du projet. Quelle symbolique, comment renouveler ou trouver une symbolique contemporaine au palais de justice, sachant que l'image, ils ont fait des enquêtes, etc., que l'image qui vient immédiatement à tout justiciable, c'est le fronton, hein, le fronton néoclassique, les colonnes avec son fronton, voilà. Et donc comment on peut arriver à retrouver une sorte de dignité ou de puissance dans un tribunal de grande instance, parce que dans les années 70, il y a eu une grande vague de démocratisation des tribunaux qui ont fait que petit à petit les tribunaux sont devenus un peu comme des grandes médiathèques, et ils se sont rendus compte que du coup la justice n'était plus respectée. Il y avait quelque chose qui avait cette notion de, Régis Debray en parle assez bien, de sacré. C'est pas du sacré religieux, c'est du sacré en l'occurrence public. Il a écrit un bouquin qui est très bien, Jeunesse du sacré, où il parle de ce sacré laïque qui parcourt nos sociétés et qui est plus ou moins pointé. En tous les cas, le ministère de la Justice nous avait posé cette question. Et on s'est dit que dans ce fronton, au-delà de l'image qu'on connaît, l'essence du fronton, c'est quelque chose de tectonique. C'est-à-dire, on le voit même ici avec les emmarchements, hein, c'est-à-dire, on prend la force du sol et les colonnes poussent et soulèvent le fronton qui dit ce qu'il a à dire. Ici, la justice, au Parthénon, autre chose. Donc, voilà, c'est ce schéma. On lève vers le ciel le fronton qu'on a repris d'une autre manière en distinguant les salles d'audience, ici, qui sont ces blocs, avec la partie administrative, enfin, où se construit vraiment la justice se construit dans la partie administrative, les bureaux, et elle se rend dans les salles d'audience. Voilà, ça donne ce projet, avec des boîtes inclinées, on va voir comment, qui s'ancrent dans le sol et qui poussent un bâtiment léger, ouvert, avec des brise-soleil de verre qui va faire écho au ciel, en tous les cas qui va varier avec le ciel. Donc voilà, cette dichotomie qu'on trouvait dans le paysage sur la Côte d'Azur, on la retrouve d'une autre manière ici.
c'était légitime à nos yeux d'avoir des boîtes qui sont fermées comme ça, massives, parce qu'on est sur la place des anciens remparts. Donc la ville pour nous est un palimpseste, donc pour moi c'était important que de re-rendre cette histoire, de reparler de la muraille qui était là, sous une autre forme, donc de s'ancrer dans l'histoire. Et après, je vous parlais de forces qui agissent sur les formes des bâtiments. Les boîtes sont inclinées. Donc ça pourrait être perçu comme un effet de style. En tout cas, c'est ce que le bureau d'études béton au début a imaginé. Mais en réalité, cette inclinaison-là, elle vient, ça c'est Machu Picchu, de la capacité, dès qu'on met de l'angle sur une structure, ben, ça résiste au séisme. C'est une terre de séisme aussi, Aix. Donc c'est une manière de rendre les bâtiments plus solides. Et donc ces boîtes inclinées, ces blocs inclinés nous ont permis de créer voilà, une sorte de sol artificiel très robuste ici, et du coup d'avoir un bâtiment très léger au-dessus, chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas cette structure, si on n'était pas ancré de cette manière-là dans le site. Donc les forces du séisme, elles ont induit sur ce projet les formes du bâtiment. Alors, une petite parenthèse aussi entre le lourd et le léger, c'est l'ajustement, parce que là on touche... moi j'aime bien essayer de trouver le centre de gravité des choses, et quand on parle d'ajustement comme ça de pierre, on voit hein, ici, ça c'est toujours un Machu Picchu incroyable, hein, on passe pas un bout de papier à cigarette dans les joints, bon, voilà, ils sont comme ça, on voit comment ils s'emboîtent, il n'y a pas des lits comme ça assurés, ce qui permet en réalité de, quand il y a du séisme avec des efforts horizontaux, des efforts verticaux, ben, il s'autobloque dans tous les sens. Mais ce dispositif qu'on retrouve à Machu Picchu, on le retrouve identique sur un temple. C'est le socle d'un temple au Japon. Et à Delphes, Japon, Delphes, Machu Picchu, hein, c'est des époques complètement différentes, c'est des cultures complètement différentes, ben, ils utilisent la même chose. Il y a une espèce d'invariant qui dessine pour partie l'architecture, parce que c'est le temple d'Apollon à Delphes, la seule partie qui est restée intacte, tout le reste s'est écroulé, hein, grosso modo, vous le voyez, c'est celle-là, parce qu'elle a été assemblée sur le même principe que ceux de Machu Picchu et ceux du temple japonais. Donc ça veut dire que ces assemblages, ça c'est à Cusco, toujours au Pérou, et c'est une figure qui m'intéresse de plus en plus. Il y a la ville de Cusco, la ville inca, les Espagnols arrivent, ils rasent la ville. C'est une période un peu violente, comme à Beyrouth, où chaque culture rasait la culture précédente, mais ils gardent la fondation. C'est-à-dire tout ce qui est lourd et tout ce qui résiste, ils le gardent et ils construisent en léger dessus. Et donc on retrouve cette figure que je n'avais pas pointée tout de suite, hein, c'est après, en me rendant compte de ce qui s'est passé, que j'ai décrit ça, en faisant la villa et en utilisant ce principe sur le TGI, comme je vous l'ai montré, mais sur la villa aussi. Le bâtiment qui est léger des chambres, il est ancré sur des boîtes en béton dessous qui permettent d'avoir des usages refermés, mais ils permettent aussi de faire en sorte que quand la terre tremble, comme la structure est légère dessus, ben elle prend moins d'inertie, elle prend moins d'énergie et elle tient. Parce que c'est comme le roseau, hein, d'une certaine manière. Voilà, donc ancré, ça c'est la toiture, on est ancré dans le sol et léger au-dessus, comme le TGI ancré dans le sol avec ses boîtes qui ont du fruit et le plus léger possible, mais pour des raisons d'usage aussi, parce que le fait d'avoir très peu de structure en haut, on va le voir sur les plans, ça permet au bâtiment d'être flexible. Donc les salles d'audience en bas, la justice se rend près du sol et de la ville et elle se constitue, elle se construit en haut, dans les bureaux des juges. Donc voilà, on rentre, on a les salles d'audience, pénales, civiles, un axe qui pointe vers la vue et vers la Sainte-Victoire. Et ce que je vous disais, vous voyez qu'il y a très peu de structures en haut dans les bureaux, ce qui permet, on l'a d'ailleurs fait plusieurs fois, de reconfigurer les bureaux très facilement. Donc il y avait une question d'usage aussi, hein, pour rendre les choses légères en haut, d'esthétique et d'usage. Les coupes, parce qu'après le sujet c'est comment, avec un bâtiment aussi massif, on fait rentrer de la lumière là-dedans. Par les patios
voilà, qui sont là, hein, la partie bureau. Donc ça éclaire le grand axe et la salle n'est pas perdue. Et on le voit sur ce schéma-là, la lumière descend, mais elle descend aussi dans les salles d'audience, toujours pour éviter cet effet de contre-jour dont je vous parle. Et elle rentre par les salles d'audience aussi sur les boîtes qui sont percées en partie supérieure. Voilà l'effet de lumière. Voilà une salle d'audience. Donc vous avez la lumière dans le dos, la lumière au bout. Là aussi, on a cherché à faire un environnement lumineux homogène, avec une question tout à fait intéressante ici, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le juge? Quand la justice était rendue au nom de Dieu, il y avait une croix. Quand c'est devenu laïque, s'est posé la question, il y a eu grosso modo des œuvres d'art qui parlaient d'histoire. Après, on a eu des artistes contemporains. Et nous, on a préféré, plutôt que être sur une frontalité du mur, même avec une œuvre d'art ou autre chose, on a préféré l'idée de la profondeur. De la profondeur qui sort et qui rétablit un contact entre la salle d'audience, qui sont quand même des lieux où il y a beaucoup de pression, hein, on peut prendre des années de prison, et donc les juges ont une énorme responsabilité, donc cette pression-là, elle se dilate et elle permet de voir le paysage, le ciel, le temps, et de voir l'extérieur depuis la salle elle-même. Donc le réel et la profondeur à la place de la frontalité et de l'artificiel. Là, c'est la salle n'est pas perdue, avant d'entrer dans les salles, donc on voit ce grand plafond lumineux, les boîtes en béton qui vont donner une force et une puissance importante à ce lieu, et en même temps cette légèreté absolue de la lumière qui descend et qui coule. Donc un lieu à la fois puissant et calme et doux. En tous les cas, c'est ce qu'on a cherché à faire. Là, le chantier va démarrer à l'automne, avec donc une vue arrière où on revoit différemment le dispositif des boîtes, les bureaux, et puis la salle n'est pas perdue qui vient chercher le paysage au bout, avec une issue. Un autre projet, toujours dans le sud, à Arles, c'est l'école de la photo d'Arles qui est en chantier. Donc c'est un projet particulier, assez complexe. Hein. Faire une école, c'est comme une école d'architecture, c'est toujours assez compliqué de donner une direction spatiale pour l'enseignement. En tous les cas, il est compliqué à deux titres, par son programme et puis par sa situation, parce qu'il est au pied de ce complexe qui est fait par Franck Gehry, qui est une tour en aluminium, vous la connaissez sans doute, elle a été largement publiée, et qui est un musée. Donc, le musée est sur le boulevard Victor Hugo, en hauteur, la tour s'élève à une cinquantaine de mètres de haut, et nous on est dans un terrain, ici, qui est 7 mètres plus bas, qui a été excavé par, là il y a des voies ferrées pour y établir des ateliers, et donc on est 7 mètres plus bas. Comment exister avec un programme qui est plus petit, 11 millions d'euros, 250 ou 300 millions d'euros ici, donc voilà, il fallait trouver une sorte d'équilibre, une complémentarité entre le projet de l'école et la Fondation Louma. Et donc on a décidé de mixer deux typologies de bâtiments qui vont chacune avec deux entités programmatiques de l'école. La première qui est métallique ici et qui rappelle les hangars, la forme simple des hangars, il y en a encore là, vous voyez. Et puis la deuxième qui est minérale est faite, donc métallique et linéaire, minérale est regroupée sur un patio comme les bâtiments à patio qui existent dans le vieux Arles. Et tout ça, ça correspond à deux entités dans l'école. Une école contemporaine, aujourd'hui, elle doit être à la fois extravertie, c'est-à-dire qu'elle doit communiquer avec le monde extérieur, et puis introvertie. Parce que, même si avec les learning centers et toute cette idéologie, on peut nous faire croire qu'on peut inventer en étant tous ensemble de façon joyeuse, vous le mesurez tous, et vous allez le mesurer si vous ne l'avez pas encore mesuré, si vous rentrez à l'école d'archi. À un moment donné, pour inventer quelque chose, il faut être à l'abri. Il faut être à la fois dans le monde complètement, forcément, pour bien le comprendre, pour s'en saisir, mais le travail d'invention, de mon point de vue, en tous les cas, il doit se faire à l'abri. Il doit se faire dans un lieu protégé, pas au-dessus à la vue de tout le monde. Voilà. Donc, la partie extravertie, c'est
ici, hein, les plans sont un peu clairs, d'accord. Un amphithéâtre, une salle, une galerie d'expo. Donc on a que les noyaux. La vue traverse, on est au niveau du boulevard. On descend le niveau inférieur où il y a la bibliothèque. C'est mixte encore entre public et privé. Le haut est complètement public, hein, ouvert au public. On commence à avoir de l'enseignement, mais de l'enseignement aussi formation professionnelle, etc., qui peut être ouvert sur le public autour du patio. Et puis on descend en bas où là c'est le niveau proprement dit l'école avec les labos et toutes les salles de cours qui elles sont strictement et uniquement dédiées aux étudiants. La coupe, donc là il y a les bâtiments, ça c'est le socle, les galeries montent à peu près jusque là. On a la coupe, on voit cette grande toiture métallique, toujours sur le même principe hein, que on a développé pour la villa, qu'on a développé pour le TGI, on le redéveloppe là, on est ancré dans le sol, il y a du séisme aussi à Arles bien sûr. On est ancré dans le sol, il est creusé par un patio et puis on a quelque chose de léger qui flotte et qui est capable d'attraper la force du boulevard et de la prolonger jusqu'à une chapelle historique qui est sur la colline, sur le monticule. Le terrain naturel avant était là, hein, donc ça a été excavé. Ça donne ça, des murs de béton, les 4 noyaux qui poussent les sols, les planchers et puis la toiture. Du coup sur le boulevard, il n'y a rien qu'une horizontale de 140 mètres de long, puissante, tendue, et qui abrite l'auditorium, l'accueil avec le LabFab et puis la galerie d'expo sur le côté. Ça donne ça, on a toujours notre dispositif de saut de loup, hein, qui permet de garder voilà, l'horizontale ici parfaite, le hall de la Fondation Louma, et puis cette grande toiture qui court et qui permet au regard de passer et à l'école d'être en synergie directement avec le boulevard. Quand on descend, on rentre dans des espaces où la lumière est tamisée. La lumière est violente à Arles, hein. C'est un lieu un peu rude, donc la lumière s'adoucit, elle est filtrée aussi, elle pénètre par le patio. Et là, on a le patio dont on a voulu figurer, comme je vous le disais, le fait que, pour nous, la création, et ça a été adopté évidemment par les membres du jury, par les étudiants, la création, elle nécessite d'être, d'une certaine manière, à l'abri du monde, en tous les cas, centré sur l'école elle-même, sur cette synergie, sur cette figure du patio qui recentre les énergies. La dernière vue, avec les blocs en béton qui rappellent les strates de la roche, et puis le projet de Guéry qui lui aussi, à sa manière, parle de rochers ou des Alpilles, c'est ce qu'il dit aussi, voilà. Avec ce projet, l'horizontal, l'ancrage massif dans le sol, et puis j'ai beaucoup lutté pour qu'il n'y ait pas de projet paysager à cet endroit-là. Parce qu'évidemment, donc il fallait faire intervenir des paysagistes, etc. Simplement, techniquement, hein, c'est compliqué de restituer la végétation d'origine, parce qu'il y a eu un chantier, on va le faire. Et je voulais que le projet soit pas fini de ce point de vue-là, parce que la beauté d'Arles, c'est que c'est une ville qui est rude, je vous l'ai dit, il y a du vent, il y a du soleil, elle est minérale, et en même temps, elle est sauvage. Et pour moi, il fallait que l'école elle se pose sur ce lieu, et que ce lieu, il est, voilà, avec la voie ferrée qui est là, il est tout le potentiel des périphéries d'Arles qui sont des endroits très beaux, avec plein de coquelicots. Maintenant, on va parler de 2 ouvrages d'art, une petite passerelle à Comte et un pont, le pont Renault à Paris. Donc le village, la place centrale, le village de Comte ici, de l'autre côté, c'est pas le boulevard, mais ici c'est le Paillon, c'est la rivière, de l'autre côté les collèges, les équipements sportifs, et donc il manquait un lien, hein. Les gens étaient obligés de faire le tour par là, c'est surtout en voiture un lien piéton, ici. Donc c'est pas un exploit technique, c'est 30 ou 40 mètres de portée, je ne me souviens plus exactement, voilà. Une rive qui est plus haute que l'autre, et donc l'idée c'est de faire un geste minimal, épuré, poser une barre, un tube. Ce tube, on l'a calculé avec les raidisseurs pour qu'il soit exactement sur la hauteur de différence qu'il y a entre cette rive et l'autre. Donc on rabat ce tube et on marche
d'une certaine manière suspendu sur le tube. C'est-à-dire que quand je vais vous montrer la coupe, l'idée de traverser et d'être suspendu au-dessus de la rivière, ça a été le thème central qu'on a poursuivi jusqu'à la limite du vertige. C'est pas vraiment ça, parce qu'il y a que 3 mètres ou 4 mètres de haut, mais quand même, on se sent vraiment suspendu au maximum, puisqu'on a un caillebotis. Vous voyez qu'il y a 3 fois rien. Hein. Il y a la structure qui assure le passage, et puis dessus, comme si on marchait sur des nuages, un caillebotis, qui fait que, voilà, de loin on voit cet axe, la poutre. Bernard Pagès a fait la sculpture, et c'était d'ailleurs une chose tout à fait étonnante, parce que c'est à lui que la commande a été passée, et c'est Bernard Pagès, qui est un ami sculpteur, qui m'a demandé de faire cette passerelle avec lui. Donc c'était une commande pour un sculpteur. Donc on a travaillé main dans la main sur la même idée, un peu bacheladienne, l'eau, le ciel, la mer, et puis les sensations physiques. C'est lui qui a trouvé ce jaune qui ressort pas très bien sur ces images, mais qui est très beau. Et on a pu cheminer main dans la main avec un artiste pour aller au bout de cette idée d'être suspendu, d'être ancré. Il a fait cette structure avec les galets qu'il a récupérés, qu'il a numérotés. Et voilà l'image assez simple, mais efficace, on traverse dans l'air d'une certaine manière au-dessus de l'eau. Sachant que quand on est en perspective, là on est, la photo est prise assez basse, le caillebotis devient un espace, mais un espace lumineux. C'est-à-dire ça attrape la lumière. Vous avez vu d'ailleurs que ça crée des lumières assez belles sur les rives, là quand on le voit là. C'est un caillebotis inox, il diffuse et ça rend luminescent la poutre. Donc voilà, l'idée de traverser dans la lumière et dans l'air ce petit passage de 30 ou 40 mètres. Là c'est le pont Renault, donc l'île Seguin. Ça c'est quand il était terminé depuis, les choses ont bougé, la ville s'est constituée, ici à la Cité de la Musique. Mais j'ai gardé cette image parce que c'était le moment où on l'a fabriqué et ça dit des choses sur le moment où on fabrique les projets. Donc on doit passer du cours Seguin à l'île Seguin en enjambant la route départementale numéro 1 qui est là. Donc ça veut dire que le pont il va atterrir sur l'espace public, il va se lever au-dessus de la route là pour venir chercher l'île qui est plus haut. Donc le sujet, il y avait 2 sujets, c'était comment franchir et puis comment atterrir. Parce qu'on sait que quand voilà, là on le revoit d'une autre manière, on a un espace piéton, mais quand on atterrit, avant qu'on puisse passer sous le pont, il faut au minimum 3 mètres, si vous voulez, donc on a à 10% 30 mètres de mur, ce qu'on appelle les culées. Vous voyez tous, voilà, c'est des endroits fermés comme ça. C'était pas spécialement heureux de mettre 30 mètres de mur de chaque côté sur l'arrivée du cours Seguin, au moment où il arrive en contact avec la Seine. Donc on avait un parking aussi à dessiner, et on est parti de l'idée que il y avait la Fondation Pinault à l'époque en face, qui était un monument énorme. On est parti de l'idée que la force de ce projet, c'était d'attraper le vide au-dessus de la Seine et le paysage lointain. Donc on a structuré notre projet comme projet très simple, c'est une lame, un caisson tendu entre le cours Seguin et puis l'île. Je vous en ai parlé. On a mis le parking sous cette partie du pont, ce qui nous a permis de laisser, on va le voir sur la coupe, cette partie-là vide et transparente au regard. On l'a réduit au minimum avec juste le minimum de trottoir possible, et puis on a fait en sorte que la largeur moyenne du pont, en fait on l'a réduit ici, on l'a agrandi là avec des trottoirs en bois pour faire un belvédère et profiter de ce moment extraordinaire qu'on a lorsqu'on est sur un pont, d'être dans la nature en ville, avec des raccordements donc sur les quais et de l'autre côté de la route. Voilà l'élévation. Donc on voit alors ça a été fait, on a travaillé avec CETEC qui sont et Jean-Bernard Datry qui sont parmi les meilleurs, parmi les meilleurs ingénieurs en Europe voire au monde, parce que le caisson est très très fin. Quand on voit les portées, là on a de grandes portées, ici il y a 10 000 tonnes qui appuient, donc on est sur des caissons très très fins. Et donc on a une lame tendue avec les belvédères en bois sur les côtés. On voit la coupe ici,
On voit que là aussi, il n'y a pas de calcul, ni d'esthétique proprement dit sur le caisson lui-même, il réagit aux charges qu'il prend. Ici, il n'y en a pas beaucoup, il est fin. Ici, il y en a plus, il est épais, il fait 3-4 mètres de haut, et puis il redevient plus fin. Et donc, il se charge des forces qui parcourent le lieu. Enfin, les portées. Donc, le caisson central avec ce qu'on appelle les plumes pour supporter les parties piétonnes sur le côté. Voilà le projet réalisé, donc il se soulève. Il y a un patio creux dessous dans lequel il y a le parking. On peut voir à travers, on va y revenir. Voilà, et c'est cette lame qui est tendue, comme ça. Le caisson, les plumes, dispositif. Et là, on va voir, quand je vous parlais de force et forme, on va voir comment le pont, on peut jouer avec lui et on peut utiliser les efforts dans l'ouvrage pour en faire autre chose que un ressenti toujours un peu délicat. Quand on est sur un ouvrage d'art, on sent que ça porte ou ça tire, qu'il y a des tirants. C'est toujours un peu violent comme histoire. Donc là, on est sur l'île, le caisson est plat quasiment. Vous voyez, il fait 1,50 m d'épaisseur, là il est tout fin. Et il y a sur le côté les trottoirs piétons, là c'est les voitures, là c'est cyclistes et piétons. Et puis le pont embarque aussi des réseaux. Mais quand la charge va s'épaissir, le caisson va grossir. Et ça donne ça. Voilà, là il fait 3,50 m. Il y a 10 000 tonnes à cet endroit-là qui appuient. Donc on voit comment le dispositif, en grossissant, on dérive, on articule comme un pantographe ici le grand trottoir qui est horizontal et on le sépare en deux niveaux. Le trottoir haut, sur lequel on peut passer rapidement, on va d'un point à un autre, et puis on en profite pour mettre des gradins, et un trottoir bas qui est une autre manière de pratiquer l'ouvrage. On peut s'asseoir, lire un livre ou attendre. Voilà. Et on fait des garde-corps pleins. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous vous souvenez de la question du saut de loup, hein, il est récurrent dans nos projets, parce que c'est une sensation très particulière d'avoir les pieds à la hauteur du vide, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est de nouveau un saut de loup. Et ça donne ça, voilà, un lieu qui est très pratiqué. Maintenant que les gens viennent entre midi et deux ici, maintenant que le projet Seguin de l'autre côté s'est développé, voilà, terrasse haute, terrasse basse. Un pont qui, puisque la partie est fine ici, est pleine, pardon, qui paraît hyper fin. D'ailleurs, les gens l'appellent la passerelle, alors qu'il a des charges de pont. Vous voyez, si on mettait des garde-corps dessus, tout de suite on aurait le caisson plus le garde-corps, ça donnerait autre chose. Donc le décaissé nous permet artificiellement de faire lire quelque chose de très très fin, mais surtout d'avoir cet effet étonnant que les choses sont posées comme des jouets sur l'ouvrage. Hein, les voitures, elles sont de ce côté-là à l'abri, enfin planquées par le garde-corps, masquées partiellement par le garde-corps, et puis quand on arrive au sommet de l'ouvrage, elles sont comme des jouets posés. Donc on a l'image d'un pont tout à fait traditionnel, mais quand il est pratiqué, ça change radicalement et ça provoque de l'étonnement. Notamment avec les gens. Vous voyez ? Ils marchent sur quoi ? Ils sont où ? Par des images un peu particulières. Dessous, le vide dont je vous parlais, vous voyez que c'est efficace, on peut voir de l'autre côté, au lieu d'avoir un mur jusque-là, hein, on peut voir de l'autre côté, on creuse et on rentre dans le parking. Et donc, voilà, avec le patio central, la coupe, le fait de creuser ce vide sous l'ouvrage, ça permet de faire entrer la lumière jusqu'au fond du parking. Parce qu'a priori, quand on dit un pont et un parking, c'est pas la sensation physique ou la position du corps dans l'espace qui est première, c'est parce qu'on imagine. Et pourtant, quand on est dans un parking, on est dans le dedans de la Terre, là, c'est pas rien d'être dans le dedans de la Terre. Et quand on est sur un pont, on est le plus proche du ciel possible avec plus rien au-dessus de la tête. Et donc c'est ça que on a mis en scène et qu'on a travaillé avec le patio. Donc je vous disais, on rentre, la lumière pénètre jusqu'au fond et on va se lever progressivement. Voilà, de nuit. Là encore, le dispositif de saut de loup, l'horizontal, le creusement. Voilà, pour descendre, la photo est floue, dans le parking. Les voitures qui sont garées autour de ce patio central.
Voilà, puis l'ouvrage sur la tête. Donc on va sortir du parking par les escaliers, ou par les ascenseurs qui sont à côté. On va sentir l'ouvrage au-dessus de la tête et on va passer de cette intériorité lumineuse quand même à la sensation d'être à l'endroit où l'ouvrage reçoit le maximum de force. Je vous ai dit, c'est l'ordre de 10 000 tonnes, et c'est à cet endroit-là qu'on est suspendu, avec la sensation d'être très léger, puisque, encore une fois, tout ça, on n'a pas de garde-corps, en fait, hein, on est suspendu sur le ciel. Donc on passe du dedans de la Terre jusqu'à cet espace naturel, au-dessus de l'eau, face à la colline de Meudon, et sous le ciel de Paris, dans l'immatérialité la plus forte. Donc on peut générer à partir de dispositifs qui a priori ne sont pas pensés, ou ne sont pas souvent pensés, ou tout le temps en tous les cas, pensés comme ça, on peut générer des sensations physiques et dire quelque chose sur le lieu, évidemment. Donc le dernier projet que je vais vous montrer, ah non, c'est l'avant-dernier. Une gare, je vais aller vite, à Bagneux, c'est la même histoire, on fait une gare. Vous avez tous pris des métros, en France et à l'étranger. On descend à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres, selon la profondeur, mais c'est toujours pareil. Vous avez toujours à peu près les mêmes matériaux qui doivent être nettoyés. Bon, il y a des raisons pour ça. Il faut qu'ils soient lisses, il faut qu'ils soient interchangeables, il faut qu'ils soient nettoyables, etc. Et donc on n'a pas vraiment la sensation de descendre dans la terre à 30 mètres de profondeur. Donc là, la gare qu'on fait à Bagneux, pour le Grand Paris, s'y prêtait parce qu'elle est coincée, elle est très fine, très étroite et très profonde. Elle est coincée entre deux bâtiments. Donc on a travaillé ce thème de la descente jusqu'au quai, à partir d'un patio ici. Donc la première chose, c'est que le niveau rez-de-chaussée est ouvert, donc il relie l'avant et l'arrière. Voilà, on a une dalle soulevée avec un puits de lumière au-dessus. Et donc ce puits de lumière est central et il descend jusque quasiment au quai, à la verticale dans la gare. Donc on pressent qu'il se passe quelque chose, on descend sur les côtés, on arrive dans un premier espace où on est tassé, on pourrait dire, on a fait des hauteurs sous plafond à la limite de ce qui est toléré par le cahier des charges. On a une acoustique, alors je ne vous ai pas encore parlé du son, mais là le son il génère des espaces de façon très forte, enfin là aussi, il a fallu se bagarrer parce qu'il y a des normes et que le son, il faut dire en grosso modo les échos, la manière dont on entend le son, c'est toujours à peu près la même manière, la même chose. Donc on est compressé, on arrive dans cette grande salle. Si on prend le thème de la grotte, ce serait le premier affaissement karstique, on pourrait dire ça. Et puis là, la lumière qui descend jusqu'à cette zone-là, et puis on glisse et on descend sur un deuxième espace en frôlant le béton. Et la ville, il y a le bruit de la ville, on descend ici, on a une acoustique très mate, c'est-à-dire qu'on absorbe le maximum de réverbération, et au fur et à mesure on descend, on a travaillé une acoustique réverbérante. Quand on va entrer dans une cathédrale, ça réverbère, et donc vous avez une autre sensation du lieu en fonction de l'écho qu'il y a dedans. Là encore une fois, on est en train encore d'essayer de pousser le bouchon le plus loin possible, parce que c'est pas facile à faire à cause des normes, dont on comprend pas toujours la raison d'ailleurs. Voilà, on arrive dans ce premier endroit, le puits de lumière, on est en lumière naturelle, et ensuite on va prendre les escalators pour descendre dans ce goulot d'étranglement très dense, où on va frôler le béton. Là pareil, je vous parlais de corps à corps, pour pouvoir avoir du béton strié comme ça, il a fallu vraiment bagarrer, on est toujours en bagarre, parce qu'il y a toujours des questions de maintenance, etc., qu'on règle par ailleurs, on ne s'assoit pas sur ces contraintes. Alors on descend dans le tréfonds, avec un espace qui est réservé aux artistes, et on a un projet maintenant de Tatiana Prouvé ici. Parce que, évidemment, quand je dis qu'on descend, il y a aussi quand on monte. C'est-à-dire on descend comme ça, mais quand on monte, on sort de la gare, on arrive sur ce grand espace que je vous ai montré, et là on est, évidemment, dans la montée, avec une vue directe sur le puits de lumière. Qui est au-dessus, et puis on arrive sur les quais, où de nouveau, on a amorti le son pour qu'il y ait une ambiance mate, et pour qu'il y ait un contraste donc avec peu d'écho, beaucoup d'écho, et de nouveau peu d'écho. Et ça c'est le projet de Tatiana Prouvé. Je vous le montre parce que c'est intéressant on n'a pas beaucoup discuté, je lui ai montré les plans, j'ai juste dit deux choses, et tout de suite, elle a attrapé ce qu'on cherchait à faire, cette idée de roche, cette idée de creusement, cette idée de lourdeur, cette idée de légèreté, pour proposer de mettre
dispositif qui est à la fois naturel, puisqu'elle prendrait des rochers qu'elle poserait comme ça, et puis artificiel avec son œuvre. Donc, le projet de Tatiana Trouvé renforce vraiment l'idée de notre projet. C'est une collaboration intéressante sur ce projet. Dernier projet, on est à Nice, et là on va s'attaquer à une infrastructure urbaine, une grosse infrastructure urbaine. Et je vais vous dire deux mots aussi sur les mécaniques de projet, parce que c'est important que vous les connaissiez, c'est important de comprendre que être architecte, c'est pas répondre à la question qu'on vous pose, pas seulement, c'est la reposer. Et c'est absolument essentiel que vous compreniez ça. Vous remplissez votre rôle qu'à partir du moment où, on en parlait avec Stéphane, comme en recherche, on vous pose une question et vous la reposez. Il faut la rebattre, il faut toujours y amener quelque chose de supplémentaire. Là, on nous pose, on est à Nice, la première ligne de tramway est en étude. On fait le concours, alors c'est concours d'infrastructure, l'architecte n'est pas mandataire, c'est-à-dire il n'est pas comme sur les bâtiments, c'est pas lui le chef, c'est des sociétés d'ingénierie, il y a à peu près 140-150 personnes dans l'équipe qui travaillent, c'est hyper compliqué, et tout est prédéterminé, toujours. Donc la ligne est là, on voit que Nice, à part la face ici de l'avion, c'est une ville qui est hyper dense en fond de vallée, et donc le tram va circuler en fond de vallée, parce qu'il ne monte pas sur les collines, et voilà, il va s'établir là, en fond de vallée, dans ces densités. Il part, l'autoroute est en haut, il part des quartiers nord, ici, il descend là, comme ça, clac, et il remonte dans l'autre vallée, ici, pour rejoindre l'autoroute. Donc, il fait une boucle, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible. Vous allez voir pourquoi ça a été déterminant pour le projet. Donc, première ligne, le concours est lancé, et à cette époque-là, nous, on était chargé de faire le centre de maintenance, c'est-à-dire l'endroit où on remise et où on entretient les tramways. Et c'est tout. Et au moment du concours, on n'avait pas à le dessiner. Donc on a fait ce qu'on appelle une note méthodologique, c'est-à-dire en gros, ça va pas coûter cher, ça sera fonctionnel, ça sera très bien, pas plus. Et l'équipe complète avec Bruno Dumétier, Alain Marguerite comme paysagiste, architecte, etc. On travaillait ici sur la ligne. Le concours se jouait là-dessus, sur le tram, l'aménagement des places, etc. Donc, en clair, on a fait beaucoup de concours qu'on a perdus, et celui-là, on l'a gagné sans le faire. Et on démarre le projet, parce qu'on est en règle infrastructure. Donc, on démarre le projet, et le premier site est là, pour le centre de maintenance, en bout de ligne. On commence à travailler là-dessus, et ça rentre pas. C'est-à-dire, il y a 3,5 hectares, comme le ratio le demande, mais c'est configuré de telle manière que ça rentre pas, il faut casser les immeubles autour, les logements, ça devient compliqué. Donc on se casse les dents, on commence. Alors au début on se dit c'est pas possible, on travaille dessus avec les ingénieurs, on commence à comprendre les règles de gération, de signalétique, etc. C'est bourré de règles, vous pouvez pas dessiner ça n'importe comment, sans doute. Bon, et puis là-dessus, finalement le problème est annoncé au maître d'ouvrage, au client, et on se retrouve avec ce fameux client à trouver d'autres terrains disponibles. Mais je vous l'ai dit, la ville est hyper dense, donc il n'y a que des terrains de sport. Donc on essaye, on refait les faisabilités pour voir si ça marche sur les terrains de sport, ici et ici, ça marche toujours pas. Donc le dispositif commence à être en crise, au début mollement, et puis de plus en plus sérieusement, parce qu'il y avait à ce moment-là 200 ou 300 personnes qui travaillaient sur toute la ligne, et s'il n'y a pas de centre de maintenance, il n'y a pas de tramway, évidemment. Et donc, fort de toute notre expérience, on a pris un espace de liberté qu'on nous a pas donné tout de suite, on s'est dit on va aller regarder de l'autre côté, puisque la position idéale d'un centre de maintenance c'est en bout de ligne, on va regarder ce qui se passe sur l'autre bout de ligne, parce qu'on n'avait pas regardé, personne n'avait regardé. Bon, évidemment, personne n'avait regardé, parce que l'autre bout de ligne, il y avait la station terminus qui était là, et vous avez, vous voyez, un énorme autoroutier ici, compliqué, avec des voitures, bruyant, et puis des immeubles, Las Planas, le Rouret et Las Planas. Et en gros, on se rend compte que dans l'étude urbaine, on a retrouvé des documents où voilà, la route montait doucement, comme ça, il n'y avait pas l'autoroute, donc il y avait un lien entre la ville et ses immeubles, mais le nœud autoroutier qui a été dessiné avec des raisons strictement fonctionnelles, il a coupé tous ces quartiers de la ville elle-même. Et comme par hasard, la station terminus, les ingénieurs qui avaient fait le plan de la ligne 1, ils s'arrêtaient là. Ils s'arrêtaient à l'endroit où on a l'impression d'entrer en ville. C'est vrai que quand on est sur l'autoroute, on se dit tiens, on rentre à Nice ici. Alors que Nice, c'est ça aussi, c'est 8000 habitants coupés de la ville. Donc, comme on avait fait pas mal d'essais,
là, vous voyez la violence de la rupture. Hein. Il n'y a qu'un point de passage ici. Et voilà, tout ça, c'était des bretelles autoroutières. Bruit, pollution, etc. Avec même les gens, il y avait quasiment pas d'espace pour descendre à pied. Ils étaient obligés de prendre la voiture. Voilà le site. Et on se rend compte qu'en réalité, il y a quand même pas mal d'espace disponible, résiduel. Et en ayant fait toutes nos études, tous ces tests pour faire entrer le centre de maintenance dans d'autres endroits, on s'est dit qu'en s'enroulant autour des bretelles autoroutières, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les rayons de braquage, les courbes et les pentes, pour les voitures qui roulent à 50 ou 60 km/h ou les trams, c'est à peu près les mêmes. Donc on s'est enroulé autour de ça pour aller s'encastrer dans la montagne. Voilà ce que je vous disais, vous voyez, voilà, ce lien très doux, hein, ça c'est assez beau. C'est Carlu qui l'a fait, c'est celui qui a décidé le Trocadéro, avec des barres et des tours qui jouaient comme des signaux, qui s'implantaient dans la ligne de la vallée, ici. Ça c'est n'importe quoi, c'est foutu en travers. Là c'était fait finement, mais tout ça a été cassé. Vous voyez, tout le lien là, ici, cassé par la bretelle autoroutière. Donc voilà, on a proposé de passer sous l'ouvrage, d'enrouler les fonctions, le lavage, le remisage, c'est-à-dire le garage des tramways et les ateliers, pour faire simple, pour les réparer ici. Donc on s'enroule autour du nœud autoroutier et on vient s'encastrer dans la montagne. Alors, quand on a fait ce schéma, évidemment, c'est pas passé du premier coup, vous vous en doutez, non, c'est impossible. Déjà, le bureau d'études ne voulait pas, parce qu'il mettait les pieds sur un terrain qu'il connaissait pas bien, il fallait remoduler des choses, mais bon, il y avait un jeune ingénieur qui était passionné par le projet et qui nous donnait des tuyaux sans que ses chefs nous les donnent. Ça s'est passé comme ça aussi. Il nous a envoyé, il y avait des fax à l'époque, on n'avait même pas de mail. Il a envoyé des trucs en disant ça marche, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, mais là, si tu te poses la question, tu réponds comme ça. Donc, il nous a aidé en off à faire ce projet parce que, encore une fois, il intimidait les ingénieurs, mais aussi il leur permettait pas de gagner autant d'argent qu'un centre de maintenance qui est en fait un truc qui coûte cher, mais où ils ont déjà toutes les études. Il fallait tout réétudier. Bon, donc au bout d'un moment, finalement, grâce au secrétaire général de la mairie qui était arrivé et qui avait fait l'Opéra Bastille à Paris, lui il a dit ok banco, il n'y a pas le choix, sinon on fait pas le tram, on va là, on part. Et donc quand on est parti, on a donc mis en place le centre de maintenance, comme je vous l'ai montré sur ces schémas, mais on a avancé masqué, c'est-à-dire ça c'était intéressant aussi de remarquer qu'on n'a jamais parlé d'architecture, on n'a jamais dit d'un point de vue urbain ou d'un point de vue architecture c'est mieux, on a toujours trouvé des raisons techniques aux choses. Station terminus ici, comme le tram remonte en haut, on a déplacé la station terminus au pied des immeubles. Et on a rendu cette bretelle autoroute nocive piétonne. Mais le fait majeur, c'est de prendre la station terminus et de l'amener là. La raison, c'était que ce que les exploitants appellent les kilomètres au pied levé, c'est-à-dire quand la rame est là et qu'elle vient dans le centre de maintenance, tout ça, il faut un conducteur, ça use la rame et ça rapporte rien, et donc sur des années d'exploitation, c'est pas neutre. Donc en le ramenant là, la rame dépose ses voyageurs et il est tout de suite rentré dans le centre de maintenance. Donc c'était d'une efficacité redoutable pour eux, alors que nous, évidemment, on avançait avec un projet urbain en tête, l'idée de raccorder 4000 habitants au centre-ville, et de faire de cette grande boucle un espace piéton. Voilà. Une fois qu'on a établi le principe que je vous ai montré, il y avait un parking relais, c'est les endroits où on pose la voiture pour prendre le tram en tête de ligne, ils ne savaient pas où le mettre, on s'est dit, bon, on peut le mettre dessus, ils ont dit, c'est pas possible, c'est déjà trop tard, je dis non, tac. Donc on a travaillé, on a trouvé un site avec les maîtres d'ouvrage, on a retravaillé le programme, en mettant donc un parking relais de 900 places, en ramenant la tour de contrôle, enfin tous les lieux de contrôle qui n'étaient pas ici, qui étaient disséminés en ville, on les a ramenés au centre. On a proposé des commerces ici pour faire le lien piéton avec les commerces qui sont là, et puis, in fine, proposer un centre culturel, sportif, etc., sur la toiture. Donc, on a progressivement transformé l'infrastructure technique en projet urbain et je veux dire, selon les nécessités du lieu et ce qu'il fallait y faire. Donc ça crée un dispositif qui est fait que sur le mouvement des trains, le mouvement des voitures et le mouvement des piétons. Donc le mouvement des trains, voilà, il est là. Le mouvement des voitures, on voit comment c'est positionné.
ils rentrent directement dans le parking, depuis le bas, depuis le haut. Donc tout ça est dynamique et fluide. Le projet, ben, il ressemble à rien, quand on le voit comme ça, parce qu'il est fait sur des contraintes. Bon, on va voir qu'il joue avec un certain nombre de choses, mais il est fait précisément sur l'application directe, sans question métaphysique des contraintes, mais transformé, juste décalé, par rapport à l'usage et par rapport à ce que peut être un lieu comme celui-là. Parce que quand vous regardez ça, voilà, le projet est là, hein, le tram arrive, il tourne, la station terminus qui est dessous, cet espace, ce parvis, station de lavage, ils rentrent, les trams sont remisés là, ils viennent ici, ils sont dans les ateliers, et puis les endroits où les gens travaillent à l'air et à la lumière au centre. Donc on se dit, comment on peut habiter un plat de spaghettis comme ça? Comment c'est possible? Quelle est l'échelle? Ben, on l'a travaillé, centimètre par centimètre, je dirais, en fonction de ces questions de lecture du paysage, d'assises, d'endroits calmes, à l'abri ou exposés à la vue. Voilà. Le plan des voies ferrées. Et on voit sur la partie supérieure comment, en fait, le projet vient occuper toute la parcelle, parce qu'évidemment, il n'y a que 2,5 hectares, donc c'est hyper dense. On a tout densifié, mais ce faisant, on vient gérer cette question d'entrée de ville, on a toujours des reculs, des talus, parce que logiquement, on ne peut pas construire contre l'Escota, mais comme il n'y avait pas la place, ils nous ont autorisé à le faire, et donc on a un mur d'enceinte ici, qui protège les habitations, et l'espace public qu'on a créé ici au-dessus de la station terminus, du bruit et des nuisances de l'autoroute. Donc on a un dispositif protecteur pour le lieu. Le deuxième thème, donc le premier c'est un thème urbain, je vous l'ai dit, raccordé à une partie de la ville, à la ville de Nice. Le deuxième c'est faire en sorte qu'il y ait un lien entre les traminots, les gens qui travaillent et les voyageurs. Parce que la technique aujourd'hui, ou la vision technique du monde, elle sépare pour rendre les choses plus efficaces. Vous avez sans doute en tête les casernes de pompiers, il y en a toujours à Paris qui sont en centre-ville. Vous voyez les camions, vous voyez les pompiers, enfin c'est humain, et puis au bout d'un moment, on les prend, on les transfère précisément dans un autoroutier, et puis comme architecte, on met un bardage rouge pour signifier que c'est des pompiers, mais la relation humaine entre travail en ville et usagers, en l'occurrence la tramino usagers ou pompiers et population, elle est coupée, irrémédiablement coupée. Donc là on a voulu mettre en scène ce travail, et donc on a fait la tour de contrôle, qui logiquement est un petit bâtiment, on en a fait une double hauteur, et dans l'axe quasiment, parce que là l'axe file quand même sur la colline, pour que les gens voient la ville, et que la ville voit les traminots, surtout la nuit, travailler. À la place de la voie, donc on a de la bretelle d'autoroute, on a fait un espace piéton, on a cadré les parties du paysage qui nous intéressaient, mis à distance qui ne nous intéressait pas, voilà le site. Vous voyez, on capte la colline, on voit les vues, on met à distance la centrale électrique qui est là, et on crée cette parvis, cet espace public qui n'existait pas. Espace public au-dessus, espace public dessous aussi, à la hauteur de la station terminus. Voilà là, les trams qui partent en ville. Avec ici un nœud particulier, on a, vous voyez cette grande poutre, là, comme ça, crac, et qui monte dans les niveaux supérieurs. Donc là, ici, on a un espace piéton de la ville basse, appelons-la comme ça, on a l'espace piéton de la ville haute, au pied des immeubles au-dessus, et entre, sans que ça se croise jamais, il y a les voitures qui passent. Donc, selon cette couche, les tramways, les piétons, les voitures qui sont injectées dans le parking relais, et au-dessus, la place haute au pied des immeubles. Avec, ici, une paroi vitrée et les trams. Donc là, toujours dans la même idée de ne pas couper les gens qui travaillent des gens qui circulent, on a vitré les ateliers. Là, il y a eu de longues discussions, parce qu'au début, comme c'était nouveau, les gens n'étaient pas d'accord. Et puis finalement, ils ont accepté. On a comme ces jouets-là, et Veolia a vite compris qu'ils avaient intérêt à communiquer sur la précision et la qualité de l'entretien. On a des puits de lumière, on voit les trams, on voit les gens travailler, on voit les trams quand on rentre chez soi pour se faire entretenir. Donc la lumière naturelle coule sur les rames, et pour les traminots, depuis l'intérieur, ils voient les gens circuler et rentrer chez eux. Donc il y a une pulsation dans ce lieu en fonction des trams et des trams qu'ils entretiennent. On part de la partie basse, on monte sur la partie haute, sur ce parvis qui est un lieu comme une espèce de salon où les voitures roulent au ralenti, elles sortent du tunnel,
on a des lattes de bois pour l'acoustique, donc on a une acoustique assez mate. De cet endroit-là, on va vers la ville haute, où on est en belvédère, sur l'horizon, avec ce travail de Emmanuel Saunier, l'artiste. Je vis de l'eau. C'est des tubes qui traversent la poutre en béton et qui servent de fibre optique, d'une certaine manière, la lumière passe dedans. Je vis de l'eau, c'est je vis de verbe vivre, et puis j'ai vu, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait des cressonnières à cet endroit-là. Voilà la coupe par strate, avec la strate du tramway, la strate ici des voitures, et puis au-dessus la tour de contrôle qui émerge. Le centre, cette masse s'est creusée pour amener de l'air et de la lumière, que les gens puissent y travailler, les ateliers électrotechniques. Ici, on a une ligne de béton forte qui sert de soubassement aux immeubles, alors que de l'autre côté, on a des pergolas qui essaient de capter, de ramener la vibration de la végétation au-dessus. Donc le bâtiment dialogue et essaye d'établir des correspondances avec son environnement, les pergolas. La tour de contrôle qui émerge des ganivelles, qui servent à faire de l'ombre sur les places. Et voilà la salle. Normalement, les salles de contrôle, vous voyez que c'est contrôlé par des ordinateurs et des vidéos. Ce sont des espaces fermés, petits, de 2,50 m de hauteur. Et là, ils sont en hauteur et voilà, ils voient la ville, ils voient ce grand axe. Et ils ont fait des études d'ailleurs, ils sont en train de repenser les centres de maintenance, parce que dans un espace ouvert et serein comme ça, quand ils ont une décision à prendre, parce que quand il y a un accident, il faut réagir vite, il ne faut pas se tromper, il y a du stress. Le fait que ça soit un espace ouvert, ça diminue le stress des opérateurs, contrairement aux pièces fermées ou qui renvoient de façon métaphorique le stress. Voilà. Alors, vous dire deux choses aussi sur le fait que les sites sont têtus et que quand vous travaillez dans un endroit, vous travaillez toujours dans une histoire, que vous le vouliez ou pas. Et il s'agit de la reconnaître, de voir comment on peut la faire évoluer, ou comment on peut réparer ou ajuster un certain nombre de choses. Je terminerai avec cette vision urbaine. Là, vous voyez, Nice s'étend, le grand axe que je vous ai montré tout à l'heure, et il vient buter sur les collines. C'était un problème récurrent à Nice. Il y a une grande difficulté pour articuler et faire en sorte que la composition de la ville grimpe sur la colline. Ici, vous avez une butte, et puis là, ici, ce creux où l'autoroute s'est installée avec des cressonnières. Donc, la structure du paysage, au moment où on démarre les travaux, c'est la même chose. La butte est toujours là, il y a eu des immeubles qui se sont construits dessus, l'axe, il vient toujours buter, il s'est enroulé, enfin, il vient buter. À un moment donné, c'est quand même enroulé par le nœud autoroutier, si on le regarde de façon positive, et il y a les bâtiments à côté. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que quand bâtiments et infrastructures sont pas pensés en même temps, ça fait des choses dissociées avec des espaces résiduels. Ici, c'était le lieu d'une déchetterie, il devait s'implanter une déchetterie. Et nous, on est venu occuper ce lieu et se servir de l'énergie de l'infrastructure et des bâtiments existants pour mettre notre dispositif en place. Le site, avec la colline dont je vous parlais, qui est verte, l'espace résiduel qui a servi à faire le tunnel et les ouvrages. Voilà, le tram fait ça, et on vient se mouler dessus, voilà. Et articuler tous les niveaux, avec le tram qui monte en spirale, les piétons qui rejoignent les deux niveaux en bas et en haut, les terrasses avec l'équipement socioculturel qui est en contact avec la rue ici, et donc en liant infrastructure, parce que c'est l'échelle d'une infrastructure, c'est un projet d'infrastructure, et architecture, on arrive à proposer un lien, piétons ici, automobiles et tramways, entre la partie basse de la ville et la partie haute. Parce qu'on a cette force essentielle, et ça c'est une des bagarres qu'il faudra mener, pouvoir mettre un pied dans la question des infrastructures parce qu'elle est urbaine et centrale. Le projet donc avec les terrasses, on a eu des négociations avec les habitants, on leur a dit écoutez, vous aviez des terrasses plantées, on vous refait la même chose à la même altimétrie. C'était une contrainte du projet, avec les puits de lumière pour éclairer les ateliers. Un belvédère sur l'horizon, toujours ce lien entre mer et montagne, la mer d'un côté, les grandes plateformes horizontales dont je vous parlais, comme sur la villa, c'est les mêmes thèmes, avec l'émergence de cette tour qui a exactement la même taille que celle-là. Là c'est pareil, correspondance et dialogue. Les bâtiments qui ont donc un jardin à leurs pieds, qui ont été restaurés en mesure compensatoire. Ils ont dépensé 10 millions d'euros pour refaire l'isolation thermique, étanchéité phonique, et donc c'est des bâtiments qui sont largement plus habitables que ce qui ne l'était avant. Et pour terminer, cette image, voilà, on voit comment la colline descend, comment la ville monte, comment on a tissé ces liens, et puis surtout cette expérience extraordinaire
qui a démarré à partir d'une erreur, hein, donc il faut toujours se méfier des dossiers trop précis ou dont on imagine qu'on ne peut pas travailler avec. L'erreur a été fondatrice, elle a permis dans l'urgence donc de casser toutes les barrières disciplinaires. C'est-à-dire que c'est un projet d'infrastructure technique, c'est un projet d'architecture, c'est un projet de paysage et c'est un projet urbain. C'est-à-dire que l'horizon définitif de ce projet, c'est d'améliorer la vie du quartier, et ça s'est fait en rendant poreuses ces limites qui ne le sont pas toujours. Donc ça, c'est un des enjeux importants, je pense, pour l'architecture et pour qu'elle puisse continuer à exister, c'est d'aller chercher et de mettre en pied dans les autres disciplines. Merci, il fait chaud. Un peu chaud. Tu veux? Bon, merci beaucoup pour cet exposé très riche. On a, je crois, pas beaucoup de temps, on doit avoir un quart d'heure, 20 minutes avant l'évacuation, donc on a le temps de prendre quelques questions. Alors je sais pas s'il y a un micro, Jacques, dans la salle, mais ok. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou faire un commentaire? Le temps que les gens se décident, moi j'ai une petite question qui me trottait dans la tête. D'ailleurs, tu as fini l'exposé par 4 projets d'infrastructure en fait. Vous avez été revenu sur cette question de l'infrastructure à la fin, entre la gare, la passerelle, le pont, le tram. Et en fait, après je me suis dit, mais en fait c'est ça le truc, c'est-à-dire depuis le cimetière, en fait on parle d'infrastructure. La villa, c'est une infrastructure à Cannes. Et il y a quelque chose, voilà, est-ce que tu peux développer ce rapport finalement architecture-infrastructure qui semble traverser tous tes projets? Oui, je sais. Tu as raison, c'est particulièrement évident dans le format de la conférence parce qu'on a fait du logement aussi, on est en train de chercher des structures, mais tu vois, structure, infrastructure, c'est lié. Hein, des structures qui permettent d'avoir des grands plateaux libres pour que les gens puissent aménager leur logement exactement comme ils veulent. Donc, je pense que c'est la force et c'est la puissance des territoires où j'ai vécu quand j'étais gamin, parce qu'il y a une dimension autobiographique dans l'architecture. Enfin, en tous les cas, si vous touchez une dimension autobiographique, c'est toujours mieux. Qui m'ont amené à ça. C'est-à-dire, sur la Côte d'Azur, en fait, tout est infrastructure. De la restanque du paysan à la route qui est calée, au pont, aux ouvrages d'art. Il y a toujours cette dimension de... Dans l'infrastructure, il y a structure, et il y a donc prise en compte aussi des forces en jeu sur un site. Comme c'est un site fort et puissant, sur la Côte d'Azur, l'architecture l'est aussi. Et c'est sans doute ce qui m'a influencé. Ensuite, la deuxième chose qui m'a intéressé, parce que, après je peux pas dire que c'était une stratégie, hein, je suis tombé, je dis la première passerelle qu'on a fait, c'est un ami artiste, sculpteur, à qui on demande de poser une sculpture, et il dit au maire du village, non, des sculptures t'en as assez, qu'est-ce que je peux te faire d'autre? Tu dis une passerelle, hop, on le fait ensemble, et c'est parti comme ça. Donc un peu au hasard, mais en revanche, c'est quelque chose que je cultive, parce que il y a le sens commun dans la notion d'infrastructure. Il y a l'idée de construire pour la collectivité. Ça me tient à cœur, beaucoup. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression dans l'idée d'infrastructure, l'idée d'échapper finalement à l'objet et de se situer plutôt au niveau du sol disponible pour faire quelque chose. C'est assez frappant, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui vont rendre possible certaines activités, certaines vues, certaines relations visuelles. Enfin, on a vu à quel point il y avait des calages extrêmement précis de plans de référence, etc. Mais c'est peut-être ça, il y a aussi quelque chose qui échappe à la vision d'un objet en face duquel on est, je dirais un peu bêtement, mais plutôt sur lequel on est pour voir autre chose. Oui, l'infrastructure, elle pose l'essentiel en réalité. La base d'une infrastructure, c'est, comme je le disais un peu bêtement, c'est créer une horizontale. Hein. Et j'ai vécu sur le terrain de mon grand-père, qui était un horticulteur, etc. Ça m'est resté vraiment comme quelque chose de fondamental. Je sentais bien la terrasse qui s'écroule, c'est plus utilisable. Tu remontes le mur, tu peux y faire quelque chose. Voilà. Et
C'est vrai que tous les projets qu'on fabrique, d'une certaine manière, ils disent ça. Chacun à sa manière, hein, mais ils le disent. Et de façon assez forte, parce que c'est une manière aussi d'être en contact ou en relation avec ce qui est autour. On essaye d'attraper ces forces qui sont en jeu dans les cités, dans les paysages. Arrêtez de poser des questions, peut-être laisser la parole aux étudiants qui sont dans la salle, ou aux enseignants. Alors, je ne sais pas si... Ouais, il vaut mieux que ce soit toi qui monte sans le fil. Je crois que c'est... Bonjour. Oula. Bonjour. Quand on vous écoute, on a l'impression que qu'il faut tout le temps déroger aux normes, à la question des règles, et je voulais savoir comment on peut se préparer en tant que jeune architecte à ça, à la question des normes. Bah déjà, alors c'est vrai que c'est un corps à corps que je mène, puisque Stéphane en a parlé, dans la stratégie nationale pour l'architecture, j'ai proposé ce qu'on appelle le permis de faire, c'est-à-dire une manière encadrée de déroger aux normes. Les normes, elles protègent aussi, et donc elles sont à double tranchant. Hein. C'est pas que quelque chose qui empêche notre créativité, etc. On peut s'appuyer sur les normes, mais il y a un moment où elles sont plus opérantes. C'est-à-dire, on peut comprendre assez vite, surtout quand on se situe dans cette question de reposer la question qu'on nous pose, que la norme, elle répond au standard, elle répond pas au cas particulier. Et donc, il faut pouvoir les détourner, les arranger, et en tous les cas, les mettre en perspective par rapport au projet. Quand je parlais d'acoustique, par exemple, c'est absolument déterminant de voir que l'acoustique est toujours la même. Elle est mate, on ne sait pas pourquoi, si on doit entendre une annonce, je ne sais pas quoi, alors qu'on peut l'entendre de diverses manières, on peut avoir des petits haut-parleurs partout, les d'un gros. Enfin bon, bref, la norme est établie, ensuite, on ne peut pas y déroger. Donc comment lutter contre ça? Il faut ruser. Il n'y a que la ruse. Il n'y a que la ruse et l'obstination. C'est-à-dire que là, si on prend le cas de figure de la norme acoustique, il ne faut pas oublier que la norme, elle dit ce qu'il faut faire si on ne démontre pas que ce qu'on fait marche aussi. Je m'explique. Au séisme, la norme, c'est que le joint de dilatation, il fait 6 mètres. Si vous calculez pas le bâtiment, 6 cm, pardon. Si vous calculez pas le bâtiment, 6 cm, on est sûr que ça marche. Mais si on le calcule, on peut avoir 2 cm selon les cas de figure. Donc, à partir du moment où on démontre que ce qu'on propose marche par le calcul ou d'autres moyens, on peut, pas dans tous les cas, hein, mais dans certains cas, en tous les cas, y déroger. Et j'ai pas montré des projets techniques qu'on est en train de fabriquer, mais après il y a des dispositifs, comme les dispositifs d'ATEX, qui permettent de poser une question de manière expérimentale et de pouvoir déroger. Mais l'essentiel, c'est la ruse, parce qu'aujourd'hui, vous allez rentrer dans un environnement qui n'était pas le même que quand j'ai commencé à faire le cimetière. Vous allez exercer, et la moindre réunion que vous allez faire, il va y avoir 15 personnes. Vous allez avoir le maître d'ouvrage avec 2 assistants, vous allez avoir une assistante maîtrise d'ouvrage que je ne sais pas ce qu'il raconte, vous allez avoir le spécialiste de machin, celui qui la coordination sécurité, le bureau de contrôle, et chacun dit la sienne, de celui de la maintenance. Je ne dis pas que c'est inutile, parce que on est en train, nous, de changer notre manière de travailler, de regarder de façon rétroactive et positive toutes ces contraintes, pour que d'une certaine manière, le projet se dessine à partir des contraintes. Ce qui évite les questions de style et qui nous met en contact avec le réel. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre tous ces gens en musique. Il faut que le projet ou l'idée du projet, dans le projet, il y a se projeter, elle soit plus forte que l'ensemble des points de vue. Et ça, c'est un combat qui est très compliqué à mener. Parce que les ingénieurs, ils sont pas construits comme nous, ils sont pas construits comme vous, ils n'ont pas reçu le même enseignement, et ils pensent que s'ils ont des lignes avec des catégories acoustiques, thermiques, machin, structure, machin, et qu'il y a une croix sur tous les projets, qu'on est bon sur tous les projets, un bon projet, c'est l'accumulation de projets partiels. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On le sait. Donc de la ruse, de l'entêtement, et ne jamais rien lâcher, hein, c'est pas très compliqué, en réalité. Est-ce qu'il y a une autre question ?
c'est pas une question. Voilà. Donc oui, la question des normes, elle est récurrente. Je suis enseignant SCA, on me la pose souvent. Mais je préfère avoir une voiture qui a des freins et qui puisse s'arrêter ou qui prenne bien le virage. Mais maintenant, dans la norme thermique, la norme acoustique, les normes choses, tant qu'on peut faire mieux, ça ne pose aucun problème. Et c'est de la capacité et de l'entêtement de celui qui conçoit à démontrer qu'il part au-delà de la norme. Voilà, c'est de cet entêtement et de cette capacité de persuasion qui le font. Les ingénieurs, on a des parapluies aussi, les ingénieurs portent un parapluie. Il faut avoir la responsabilité de dire oui, on y va ou on n'y va pas. Oui, c'est sûr. Si on reprend l'histoire de la formation des ingénieurs à Paris, on ramène les ingénieurs dans les départements, et dans les départements, ils sont les seuls responsables des projets qu'ils ont à étudier à la sortie de l'école. C'est les normes qui garantissent que sur tout le territoire, l'ensemble des ingénieurs font et appliquent les mêmes choses. Mais la question de la norme peut être posée. L'outrepasser, pas avec légèreté, mais avec intelligence, oui. Et non, mais ce sont aussi les architectes qui construisent les normes. Hein. Oui. Non, mais la norme, c'est le plus petit dénominateur commun à un sujet. Et quand vous prenez l'exemple des voitures avec des freins qui fonctionnent bien, la norme, en fait, elle n'existe que s'il y a de la recherche en vis-à-vis. On a des freins à disque parce qu'il y a eu des Formule 1. Et que la Formule 1, encore aujourd'hui, est en laboratoire pour les voitures, pour améliorer la sécurité des voitures. Et ces normes, elles se reconstruisent perpétuellement. Donc c'est l'idée du commun, du plus petit dénominateur commun, et puis l'idée de la recherche. Donc il faut absolument les mettre en balance. Et d'ailleurs, les ateliers de recherche qui se créent dans les écoles, Madame la directrice en a parlé, les rapports avec l'université, ils seront fructueux à partir du moment où ils envisageront de prendre des problèmes de cette manière-là. Jacques ? Il y a une question là, le fil est trop court. Je n'ai pas tellement... Simon qui n'a plus de voix. Je n'ai plus de voix, j'ai une extinction de voix. Mais je voulais juste faire un petit commentaire et te remercier infiniment pour cette conférence qui finalement traite de thèmes fondamentaux de l'architecture. C'est fantastique pour tous les étudiants de première année avec qui on va partir en voyage mardi matin. Voilà, tu nous as parlé de parcours, de seuil, de lumière, de matière, toutes ces questions-là qui sont absolument fondamentales dans l'architecture. Et je voulais aussi, peut-être, non pas te poser une question, mais si tu pouvais développer un peu finalement l'articulation entre des questions très locales, la relation au site, au paysage, à ta culture, mais aussi il y a des questions universelles, parce que tu nous parles beaucoup de choses universelles. L'acte fondateur de l'architecte, c'est de aménager le sol, élever une structure et couronner vers le ciel, pour citer un architecte suisse, forcément. Oui, mais tu sais, je pense une chose très simple, c'est que je l'ai encore vérifié en Grèce, là, j'étais en Grèce avec mes filles, on est allé voir le Parthénon parce qu'il y en avait une qui l'avait pas vu, que l'universel c'est du local à fond, en réalité. Ils ont fait cette figure du temple, cette figure universelle de l'architecture, en étant plus grec que le grec. Tu vois, ils sont allés chercher le caillou là, ils sont restés dans leur culture, ils sont allés au bout, ils ont établi l'acropole. J'ai cette intuition. Après, je n'ai pas de background historique pour le vérifier, mais ça peut se vérifier quand même, que l'universel, c'est du local à fond. C'est-à-dire, c'est quand tu vas au fond d'une histoire, et que tu es localisé, que tu es ancré quelque part, que tu arrives à trouver quelque chose. Sinon, c'est pas de l'universel, c'est comment dire, c'est une sorte de soupe qui te fait penser que c'est de l'universel. Puis on voit bien, aujourd'hui, quand vous voyez le style international de nouveau qui agit, on avait le style international des modernes, maintenant, on a le style international bling-bling, qui est une autre forme de style international. On voit bien que ce sont des enjeux mous, même s'il y a des projets intéressants, mais ce sont quand même des enjeux mous, c'est pas la même chose que, tu vois, quand tu vas au fond d'un dispositif et que tu creuses
au fond et au bout d'un moment, ça rejaillit sur quelque chose d'universel. Les fondamentaux, quand vous faites un projet, c'est pas quelque chose je pense pas que vous allez le découvrir en me disant je vais travailler sur un fondamental. Vous prenez le projet, vous essayez de l'épurer, d'aller et au bout d'un moment, vous allez trouver un centre de gravité, vous allez dire merde, ce centre de gravité, mais il existe ailleurs. Je crois que l'invariant, il vient de là aussi, il vient du tri qu'il y a entre ce qui est périphérique et ce qui est central à la question qu'on nous pose. Enfin, je le vis comme ça, je le vois comme ça. Là, ces histoires de pierres qu'on retrouve entre Machu Picchu, c'est pour ça que je vous les ai montrées, cultures différentes, temps différents, la solution c'est la même. Il y a un mur, comment il tient, tu vois? Bon, après derrière, il arrive le sens, il y a l'usage, il y a toutes ces couches qui se mettent. Mais les racines du dispositif, il y a beaucoup plus d'invariants, pour dire autrement, qu'on pense dans l'architecture. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou sinon... Non, on va s'arrêter là. Mais je voudrais juste vous dire que vous avez la chance on a la chance tous de faire un métier qui est extraordinaire quand même, parce que et on nous l'envie. C'est pour ça aussi que vous allez trouver beaucoup d'adversité, parce que c'est un métier où vous pouvez mieux connaître le monde. Hein, quand on parlait de ces invariants et de ces analyses, etc., c'est un métier qui vous permet de mieux connaître le monde. C'est un métier qui vous permet d'y trouver une place, puisque chaque fois qu'on fait un projet, on bouge quelque chose. Et c'est un métier qui vous permet de mieux vous connaître vous-même. Je veux dire, faites le tour de la question, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Donc ça vaut la peine que vous y alliez à fond. Merci. Bon courage.